Another interesting phenomenon is toasted cars. Large number of toasted cars. I don't mean just a few burnout cars. I mean this weird things happening that don't make sense. After Tower 1 was destroyed, that's the second tower that was destroyed, suddenly these cars were on fire. There's mountains of paper in between, large volumes of paper that didn't burn. Why are these cars over here on fire when nothing between the tower and the car is? And after the fire stopped, we noticed the cars were all rusted in this lot. Then there's cars over on FDR Drive that had another peculiar pattern to them. This door looks like it just wilted, and the frames for the windows flopped over. I don't know what happened to his front tire, but it looks like he still has the steel belting of the tire in it, so he had radial tires. Fires don't cause steel to melt. And we have various other interesting patterns. This vehicle was parked a building away on the other side of the post office. What happened to it? If it had debris fall through it, why isn't the roof destroyed? The sides eaten out, wheels eaten, fire, spontaneous combustion. Here's that toasted lot. Paint is fine here, not here. And don't know what that is. Is it a car, truck? I call it the Wet's-It car. This vehicle is sitting on top of this one. Why is it so rusted? This is the day after 9/11. Look at these two cars placed on top of one another. I think when you think about the impact that these planes must have had, it's hard to visualize it because everything melted. But here, at least you have some remnants. You have literally an engine that is melded together with other parts of the car. Moving over, you've got another car they moved here. It looks like it's been through a war. You can see the papers, all the burned out papers from the building. You see the soot and the dirt, and it just shows you how devastating this blast was. Look across the street there. You've got a Con Ed truck that, you know, some of the Con Ed people now looking at, examining, trying to figure out which truck that actually was. But that truck, too, in terrible shape. So while many of the items, the steel, was literally melted, we see more of these strange phenomena. Cars burning, not paper. Paper in the tree lost its leaves. Paper on the ground, only vehicles burning. That's pretty aggressive burning. Another one lost its engine. Where'd it go? Same here. Engine's gone. So is the cab. And the ladder just kind of wilted down over it. Van with missing door handles. That seemed to be a common theme. A lot of door handles gone. Different kind of material. This is West Broadway. So what happened on that street? Here's a top view of that same street. This aggressive cloud looks like it did something unique. Because all the vehicles along this street were toasted.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kaji, que j'ai découvert sur une autre chaîne. On va parler des événements qu'il y a eu sur le 11 septembre. On va aborder ensemble les sujets, on va voir des choses qui nous semblent fort intéressantes. Il a fait des recherches sur ce sujet. Et donc, sans plus tarder, bonjour Kaji et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à tous. Merci de m'avoir contacté et puis de m'avoir invité pour parler de ce sujet très passionnant et très varié. Oui, moi j'étais invité parce que je t'ai découvert donc, sur une autre chaîne où justement tu as détaillé, tu as expliqué les événements qui se sont passés sur le 11 septembre, mais pas que sur le 11 septembre. Il y a eu après encore d'autres événements. Mais c'est vrai que tu as été chercher le petit détail où nous, personnes, ça nous semble pas pertinent, mais c'est le petit détail qui fait la différence. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'interview, parce que tu as des vidéos, on va détailler ensemble ces événements. Et donc, pour commencer, est-ce qu'on lance le diaporama pour te présenter avant? Oui, pendant que je me présente, je peux déjà projeter, voilà. Voilà, et pour me présenter, en fait, qui je suis, on va dire, comme j'avais dit sur la chaîne YouTube du Front Médiatique, je fais partie un peu de la vague des réveillés de 2020, vous devinerez pourquoi, hein. Merci à ce qui s'est passé. Alors, je suis quelqu'un qui s'est souvent quand même posé des questions sur la vie, sur ce qui nous arrive en général. J'ai toujours été un peu réticent au conformisme. Et puis, voilà, on va dire que ce qui a déclenché un peu mon gros réveil, ma grosse prise de conscience, c'est vraiment les derniers événements qu'on a eus. Et donc, moi, en fait, ça fait 4 ans que j'apprends à oublier ce que j'ai appris et j'accepte chaque jour de ne pas connaître grand-chose du monde dans lequel on vit. Et donc, moi, j'ai un profil scientifique, hein, je suis ingénieur et docteur en physique-chimie. Donc, en fait, je redécouvre certains événements avec ce regard, on va dire, scientifique. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que pourquoi ce sujet? Parce qu'on pourrait se dire, bon, quand même, ce sujet-là, ça fait plus de 20 ans qu'il date depuis plus de 20 ans. Entre-temps, on en a vu d'autres, hein. Comme on disait, il y a d'autres événements qui se sont produits, d'où aussi ce qui nous intéresse depuis quelques années aussi. Donc, il y en a qui pourraient se dire, pourquoi on parle de ça? On est passé à autre chose, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, cet événement-là, on va dire que là, ça fait plusieurs années que les gens sont en train de se réveiller. Et le 11 septembre, c'est quand même un sujet qui revient souvent dans la curiosité qu'ont eu les gens de se dire. Alors, j'ai l'impression qu'on me dit pas forcément la vérité, on me cache des choses. Hein, et donc, c'est un événement où les gens se sont mis à creuser dessus. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on rencontre, moi, en reprenant ce sujet-là, j'ai découvert plein de personnes qui étaient surpris que moi, je me sois, on va dire, réveillé en 2020. Alors qu'eux me disaient, ouais, je suis réveillé depuis beaucoup plus longtemps et c'est grâce au 11 septembre. Donc, ils me disent, c'est bizarre que c'est assez drôle de voir justement des gens qui ont déjà fait ce processus de prise de conscience depuis bien avant 2020 et que l'élément déclencheur, c'était déjà les attentats du 11 septembre. Et en fait, pourquoi c'est ce sujet-là? C'est que je me suis rendu compte que c'est un sujet très varié et qu'il y a beaucoup de théories qui existent sur ce qui s'est passé. Parce que globalement, on a compris que la version officielle, elle ne tenait pas vraiment la route, hein, on se doute bien. Si on est sur ta chaîne, ce n'est pas pour revenir sur ce qu'on nous a raconté officiellement. Je pense que tout le monde a un peu en tête ce qu'on nous raconte et il y a plein de choses qui ne collent pas. Mais ce qui est bizarre, en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'en regardant un peu dans la sphère de réinformation, de tout ce qui existe ce qu'on va dire dans la partie alternative, hein, des récits proposés, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment une piste sérieuse qui permette de comprendre ce qui s'est passé. Il y a plein de théories différentes, mais il n'y en a pas une vraiment qui tient la route et qui est majoritairement reconnue. On l'a vu. Et donc, j'ai voulu étudier ce sujet pour remettre un peu à niveau nos connaissances, puisque je me suis dit, par rapport à ce qui nous arrivait pendant la pandémie, on voyait qu'il y avait plein d'infos qui circulaient. Je me suis dit, ce serait bien que sur un seul événement, on ait à peu près les mêmes infos. Voilà. Et donc, comme tu disais, moi, je suis quelqu'un qui, effectivement, a trouvé le détail. Mais en fait, tout revient au docteur Judy Wood, qui en fait, qui est une chercheuse américaine, qui est physicienne et qui, elle, a pris beaucoup de temps pour collecter un maximum d'infos. On pourrait l'appeler Miss Colombo, hein, on va dire que c'est voilà. Et elle s'est amusée entre guillemets à rassembler un maximum d'éléments avant de proposer des mots,
et le nom d'une technologie sur ce qui s'est passé. Et donc, tout revient à elle. Alors, bien sûr, je le retravaille. Hein, je sais que ça a été quand même pas mal apprécié. Déjà que c'est en anglais. Donc, le fait que je le traduise en français, ça a permis à ces travaux d'être diffusés dans la sphère francophone. Il y en a plein qui ne connaissaient pas parce qu'il y a quand même une barrière de la langue importante. Mais voilà, globalement, moi, je n'invente rien. C'est des choses qui existaient déjà. Elle a même écrit un livre en 2011. Hein, je vous le montrerai à la fin. J'ai mis la photo de son livre. Donc, depuis 2011, tout ça, c'est connu. C'est juste qu'elle est un peu passée sous la trappe. On pourra aussi en discuter, peut-être, si on a le temps. Voilà. Et donc, ce que tu disais en introduction, effectivement, c'est que là, je vous propose, lors de cette émission, de revoir vite fait ce qui s'est passé ce jour-là, sachant qu'il y a déjà du contenu qui existe. Donc, on ne va pas refaire ces émissions-là. Ce n'est pas le but. Par contre, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va se focaliser sur un événement en particulier qui sont les véhicules sur le site du World Trade Center. On pourrait se dire, oui, bon, qu'est-ce qui va nous parler des véhicules? On a vu des voitures qui étaient grillées, c'est à cause des incendies, circuler, il n'y a rien à voir. Justement, il y a beaucoup de choses à voir. Vous allez voir tout ce qui a pu arriver avec ces véhicules. Et c'est qu'un exemple de tout ce qui est passé. Voilà. Ouais, et c'est vrai que, comme on l'a dit au début, c'est dans le petit détail que ça fait la différence. Exactement. Parce que ce petit détail, plus ce petit détail, vous voyez, on en a déjà, vous le verrez, si vous me connaissez, que vous avez déjà vu les émissions que j'ai faites, on est tous d'accord que ça ressemble à une démolition contrôlée, ce qu'on voit. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas une. Parce qu'il y a des petits détails qui viennent l'écarter. Et on va voir justement quels sont ces petits détails, et ensuite, les petits détails sur les véhicules qui nous confortent sur le fait que c'est une technologie énergie dirigée qui a été utilisée, et que ce ne sont pas des processus cinétiques ou thermiques qui sont en jeu. Donc voilà, ce que je vous propose, je peux y aller, je pense, là. Oui. C'est bon? Parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà revenir un peu sur le contexte, plutôt que d'aller direct sur les véhicules. Peut-être qu'il y en a qui n'ont peut-être pas regardé encore les émissions qui sont disponibles. On va regarder toutes les émissions qui sont disponibles, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu les émissions, voilà un petit résumé. Alors, ça peut être violent si on n'a même pas regardé les émissions. On va dire, qu'est-ce que c'est que ce farfelu? Qu'est-ce qu'il raconte? Avec ces histoires de tours jumelles qui n'ont pas heurté les sols, alors qu'on a l'impression de voir justement des tours qui s'effondrent, hein, mais en fait pas du tout. Quand on regarde bien les images, je vous invite donc justement à regarder les images au ralenti. En fait, les tours jumelles n'ont jamais heurté le sol, elles ont été transformées en poussière en plein air. C'est ce qu'a trouvé Judy Wood. Et après, bien sûr, elle a apporté tous les éléments qui confortent cette observation, puisque c'est quelque chose qu'on peut voir. Mais il y a d'autres éléments scientifiques, observationnels, qui permettent de valider qu'effectivement, il n'y a pas de choc au sol. D'ailleurs, Judy Wood parlera de pouf plutôt que de boum à l'arrivée sur le sol. Donc, le narratif officiel, on s'en doute, si on est sur ta chaîne, qui se pose des questions sur l'histoire et les révélations, on se doute bien que l'effondrement dû aux incendies de kérosène qui aurait fragilisé les bâtiments et qui serait écroulé, ça ne tient pas la route. On le sait déjà depuis le début, que le rapport il est quand même frauduleux. Mais même les théories les plus à la mode, dont la démolition contre-conventionnelle, ne tient pas la route aussi. Et c'est ça qui avait été très, on va dire, un peu déroutant à l'époque quand j'avais fait ma première émission, parce qu'on s'est dit, mais il veut nous amener où là? Parce que tu nous enlèves le narratif officiel, ça ok, mais tu nous enlèves aussi la démolition contrôlée, qu'est-ce qui va nous rester? Et donc j'avais fait une deuxième émission pour montrer qu'il y avait d'autres éléments à observer. Donc, tu appelles ça les petits détails qui tuent, effectivement, ils sont là. Et tous ces petits détails en plus venaient corroborer que c'était une technologie avancée qui avait été utilisée, et c'était une technologie basée sur l'énergie dirigée. Et comme dirait Judy Wood, comme cette technologie a été utilisée pour tuer des gens, malheureusement, il y a 3000 personnes qui ont été tuées ce jour-là, c'est une arme, on appelle ça une arme, et donc c'est une arme à énergie dirigée dans son sens le plus global possible. On ne rentre pas dans les détails de est-ce que c'est une arme laser, est-ce que c'est une arme électromagnétique, etc., etc. Parce que souvent on a une caricature de penser qu'une arme à énergie dirigée c'est forcément un rayon laser, on n'arrête pas de nous montrer que ça, mais c'est faux. C'est un rayon laser est une arme à énergie dirigée, mais toutes les armes à énergie dirigée ne sont pas des rayons laser. Et donc les preuves observées ce jour-là, vous avez des petites photos, donc en bas à droite, vous voyez par exemple des pompiers intervenir. Vous avez la deuxième tour qui vient de tomber. Regardez, vous avez des papiers partout. Vous n'avez pas de chaleur. Vous avez à côté, à gauche, une image découpée, une vidéo découpée avec des clichés pour voir que la flèche de la tour nord, qui pendant un moment nous paraît solide, va sous nos yeux se transformer en poussière, va ramollir et se transformer en poussière. Il y en a qui vont dire que cette poussière-là, c'était de la poussière qui s'était accumulée et que la flèche tombe et en tombant, la poussière se détache. C'est faux, puisqu'on ne retrouvera jamais cette structure au sol. Donc, c'est vraiment une poussiérisation. Et donc,
tu as mentionné des émissions que j'ai pu faire, donc peut-être que c'est dans ces émissions-là que tu as pu découvrir les travaux de Judy Wood via mon analyse, enfin ma diffusion, ma transmission, parce que je suis qu'un messager. Et donc le 11 septembre 2023, pour marquer le coup avec Akina, j'ai organisé, il m'a invité sur le fond médiatique pour parler donc de la démolition contrée conventionnelle qu'on a mis sur le grill. Et donc, qu'est-ce qu'on avait regardé à cette époque-là? Donc la vidéo est toujours disponible. On avait regardé le manque de débris, qui est choquant si on parle de démolition contrôlée conventionnelle. Je pense que c'est vraiment un élément qui a choqué le plus de personnes, c'est de se dire, bah, vous faites, ils sont où les débris? Et alors après, on nous a dit, oui, mais si, ils étaient en profondeur dans les sous-sols. Et quand on monte les sous-sols et qu'il n'y a rien, on se dit, oh mince, il y a un problème. Où sont les débris? Tout a disparu. On avait aussi un faible impact sismique qui montrait justement cette idée de poussiérisation, le fait qu'il n'y a pas eu de choc avec le sol. Il y a énormément de matériaux qui ont été changés en poussière avant même d'arriver au sol. On a créé le terme de poussiérisation. Alors certains ont dit oui, non, on peut utiliser pulvérisation, puisque pulvérisation, étymologiquement, c'est réduire en poussière, c'est exactement ce qu'on voit. C'est vrai, sauf qu'en fait, quand vous regardez des fois certaines définitions du mot pulvérisation, vous avez une petite précision, et Judy Wood le rappelle, c'est que souvent on nous dit que c'est réduire en poussière sous une action mécanique. Or, là, il n'y a pas d'action mécanique. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré créer le mot poussiérisation. Mais on est d'accord que si on prend la définition de pulvérisation, ça peut fonctionner aussi, ou désintégration. Mais voilà, comme il y a l'idée, vous savez, de friction, hein, quand on réduit quand on va faire son café moulu, qu'on écrase, il y a vraiment l'impression de quelque chose de mécanique qui réduit en poussière, enfin, en petits grains, on va dire, en poudre. Alors que là, on n'a vraiment aucune action mécanique sur ça. C'est vraiment une action énergétique. Et vous avez fait... Oui, vas-y, n'hésite pas à me couper. Oui. Et justement, parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis quand tu as fait voir la photo précédente, on voit bien que c'était quelque chose comme, c'est pas de la friction, celle-ci, parce que tu as plein de débris à côté des pompiers par terre, tu as plein de débris, alors que la photo juste après, c'est juste un coin, dans un coin de la tour où ça prend feu. Tu vois? Tu me parles de quelle photo là? Celle qui était après. Ici? Ouais. Tu vois, là, c'est juste un coin qui prend feu, c'est pas l'entier. Non, c'est pas normal. En fait, quand on regarde cette photo-là, tu as raison. Et le final, il y a un problème. On ne s'imagine pas que c'est un bâtiment qui avait 2 tours jumelles qu'on finit comme ça. C'est impossible. On s'attend à avoir des gros morceaux, etc. Et là, quand tu parles de débris, tu imagines bien, en fait, ce qui est dans la rue, là, c'est même pas des débris métalliques, hein, là, qu'on voit. Hein. C'est que de la poussière et du papier. C'est bourré de papier. C'est le papier qui était dans les tours jumelles, puisqu'il faut rappeler que c'était des bureaux, c'était des gros bureaux avec de l'immobilier. Mais donc, c'était des bureaux, il y avait des rames de papier, énormément de papier parce qu'il y avait des imprimantes, etc. Ce papier-là, il est fini au sol, mais où sont les matériaux? Où sont les gros morceaux, en fait? Où sont les cabinets de toilettes? Tu imagines bien, il y avait des milliers de personnes dans ces tours, il fallait bien qu'elles aillent à la pause pipi de temps en temps. On n'a pas retrouvé un seul évier. Il n'y a rien dans les décombres. C'est hallucinant. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que tout ce qu'il y avait dans ces bâtiments, il n'y a plus rien. Ouais. La seule chose qu'on retrouve, justement, c'est les papiers. Du papier, des peluches, beaucoup d'objets de peluches. On a retrouvé des baskets aussi. On retrouve des éléments qui, avec normalement un processus thermique, devraient disparaître. C'est-à-dire que si on nous dit que c'était une chaleur extrême dans les tours, au sol, etc., qu'il a fallu 3 mois pour arrêter les incendies, comment ça se fait que le papier au sol, il ne brûle pas? Mais on va le voir tout à l'heure avec les voitures, parce que justement, le fait de voir tous ces papiers-là, ça va nous poser un problème avec les voitures qui prennent feu. Parce qu'on dit que les voitures prennent feu parce qu'il y avait plein de chaleur, parce qu'il y a eu des débris qui étaient enflammés. Ok, mais comment ça se fait que là, on voit du papier partout? Enfin, c'est un premier élément déjà qui nous choque, qui ne va pas coller avec la température extrême. Et donc, pour en revenir à la première conférence sur le fond médiatique, l'idée, c'était de débunker la démolition contrôlée conventionnelle. Et le dernier élément aussi qui nous a amené à repousser cette théorie-là, c'était les survivants de la tour nord. Puisqu'il y a peu de personnes qui savent qu'il y avait une vingtaine de personnes, 15 ou 16, qui étaient dans la tour nord au moment où elle s'est écroulée. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il y a des gens qui couraient dans la rue et qu'ils ont survécu. Oui, ça, il y en a. Mais il y a des gens qui se sont pris 100 étages dans la figure. Ils ont cru qu'ils allaient mourir. Hein. Ils ont entendu un brouhaha commencer à arriver. Ils se sont dit, bon, ça y est, c'est fini, ça s'écroule. On va mourir. Et en fait, ils ne sont pas morts. Et quand ils ont ouvert les yeux, une fois que la poussière s'est dissipée, ils ont vu la lumière du soleil. Et donc, ils ont bugué. Ils n'ont pas compris. Et ils se sont dit, mais elles sont où les tours? Normalement, il y a 100 étages qui doivent leur tomber dessus. Ils auraient dû être écrasés, comme imaginez un millefeuille, toutes les couches, vous devez être écrasés. Quand vous voyez des images de séisme avec des bâtiments qui se sont écroulés,
Vous voyez des corps, des fois, qui sont piégés entre les étages. Mais là, il n'y a plus d'étage, il n'y a plus rien. Et les gens sont en vie. Et ils vous racontent des choses incroyables. Voilà. Donc là aussi, ça pose problème par rapport à la démolition contrôlée conventionnelle. Mais même eux, ils n'arrivent pas à expliquer ce qui leur est arrivé. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est impressionnant de les écouter. Ils racontent ce qu'ils ont vécu, mais ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui a survécu à une chute de 50 mètres. Vous trouvez taper sur YouTube, il y a des vidéos très connues, limite mainstream, il y a marqué « Il a survécu à une chute de 50 mètres dans la tour nord ». Et il n'y a personne qui se dit « Mais comment il a fait ?» On ne survit pas à une chute de 50 mètres. Et en fait, quand on écoute son récit, on se rend compte qu'il est tombé à un moment, mais il est rentré en lévitation. Il y a quelque chose qui l'a ralenti, une force invisible qui l'a ralenti, et il est rentré en lévitation. Il n'a pas heurté le sol, il a réussi à… Enfin, voilà, il raconte des choses incroyables. C'est des choses qu'on peut ne pas croire parce qu'on se dit ils sont fous, ils ont peut-être des hallucinations. Mais en fait, non, ils n'ont pas eu des hallucinations. Ils racontent vraiment ce qu'ils ont vécu. Et ce n'est pas parce que nos repères n'arrivent pas à expliquer ce qui leur arrive qu'il faut nier ce qu'ils ont vécu. Ils ont vraiment vécu de la lévitation. Ils ont vraiment survécu, ces gens-là. Et surtout, ils sont toujours en vie. Donc, on le verra. Mais voilà, quand les gens disent il y a eu de la thermite, il y a eu des explosions nucléaires et tout, mais pourquoi eux ne disent rien de tout ça ? Pourquoi ces gens-là ne sont pas aveuglés? Pourquoi ils n'ont pas été irradiés? Pourquoi ils ne racontent pas des explosions très très fortes et tout? Pourquoi ils ne racontent pas tout ça? Parce que peut-être ils l'ont pas vécu. Exactement. Ils ne l'ont pas vécu parce que ça n'a pas existé. Il n'y a jamais eu de flash lumineux dans les tours. Il n'y a jamais eu de bombes qui les ont assourdis. Ils n'ont jamais pris un objet mortel qui tombait parce que tout était parti en poussière, parce que c'était un procédé ni thermique ni cinétique qui se produisait à l'intérieur des tours. C'était un procédé énergétique. Et alors leur témoignage, bien sûr, il ne faut pas se fier qu'à un témoignage, parce qu'il y a quand même des témoignages où on peut se dire la personne, elle hallucine, et puis il y a son biais il y a son vécu qui fait qu'elle raconte un peu ce qu'elle a vécu, mais est-ce qu'elle a vraiment vécu ça? Mais ce qui est intéressant avec le travail de Judy Wood, c'est qu'elle, tout ce qu'elle a observé, c'est venu s'ajouter avec les témoignages et tout concorde. C'est-à-dire que les témoignages s'expliquent grâce à toutes les preuves qu'a pu réunir Judy Wood et qu'elle a rassemblées dans son bouquin. On comprend tout. On comprend les témoignages complètement loufoques des secouristes, des pompiers, qu'on va en voir quelques-uns au sujet des voitures, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce sujet parce que quand tu regardes et que tu réfléchis, ça fait plus de 20 ans que ça existait. Et les gens, ils oublient des événements, ils oublient les détails, la mémoire et autres, parce qu'ils se disent, bon, c'est passé, on passe à autre chose. Mais non, parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés comme pour le 11 septembre, mais qui se sont reproduits l'année dernière. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il se passe des choses. Et pour rebondir à ce que tu dis sur on oublie, c'est surtout qu'on oublie et surtout, on a tendance, chaque année où on se remémore un événement, on a tendance à ressortir toujours les mêmes choses, comme s'il n'y avait que ça qui s'était passé. C'est-à-dire que dès que vous parlez à quelqu'un du 11 septembre, déjà quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans sa vie, il ne sait même pas ce qui s'est passé vraiment. Il dit oui, il y a 2 avions et 2 bâtiments qui sont tombés. Il y en a d'autres qui vont faire ah non, puis il y en a un 3e qui est tombé, ok. Mais là, ce que je voulais vous montrer aux gens, c'est qu'il n'y en a pas 3 qui sont tombés. C'est tout le site du World Trade Center qui est tombé, qui a été détruit ce jour-là. Et il y a plein de choses qu'on a oubliées. Et effectivement, comme tu dis, c'est dangereux parce qu'il y a des gens, ils oublient, et même quand on leur rappelle, en fait, des fois, on dirait qu'ils n'ont pas envie de s'en rappeler parce que comme ils se sont justement enfermés dans une théorie qui leur permet d'expliquer à peu près ce qui s'est passé, ils ne sont pas forcément ouverts à entendre un élément qui pourrait écarter leur théorie, parce qu'ils étaient contents d'avoir écarté un mensonge, ils se rassurent avec une nouvelle version, et ils ne sont pas forcément ouverts. Moi, je vois les critiques que j'ai le plus sur les travaux que j'ai repris de Judy Wood, ce n'est pas les critiques de gens qui ne savent pas ce qui s'est passé, au contraire, c'est des gens qui se prétendaient experts sur le sujet, qui sont persuadés qu'il n'y a plus rien à dire sur le 11 septembre, et que tous ceux qui arrivent avec de nouveaux éléments sont des éléments perturbateurs. On est des agents infiltrés. On m'a fait le coup. J'ai été traité d'agent fédéraux par des Américains. Quand j'ai découvert les travaux de Judy Wood, je me suis demandé comment c'est que les Américains ne sont pas au courant de ça. J'ai vite compris, parce qu'il y en a certains, si on reprend les travaux de Judy Wood, on est considéré comme un agent du système qui veut décrédibiliser ceux qui cherchent la vérité, quoi. Alors que c'est juste factuel ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, ce que rapporte Judy Wood, elle vient forcément mettre un coup de pied dans la théorie la plus à la mode, qui est celle de la démolition contrôlée. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était comme j'ai dit en introduction, c'était de rafraîchir la mémoire des gens, leur montrer tout ce qu'on a raté, vous voyez,
Et donc, j'ai eu le soutien aussi de Jeanne, traduction, qui est venue aussi mettre sa patte avec, en traduisant, en doublant la conférence de Judy Wood. Et là, les gens ont pu découvrir énormément de choses qu'ils ne savaient pas, même des experts. Il y a de tout, hein, je connais aussi des experts sur 11 septembre ils m'ont dit merci parce que j'étais complètement passé à côté de tout ça. J'étais un amateur de la démolition contrôlée conventionnelle, même s'il y a des petits trucs qui me paraissaient bizarres, mais là, avec les explications de Judy Wood, c'est inattaquable. Moi, j'ai jamais été attaqué sur le contenu. Hein. C'est impossible. Il y a tellement d'éléments qui se concordent. Le puzzle, il est pratiquement, pas pratiquement, il est complet. Elle a tellement fait un boulot monstrueux. C'est inattaquable. D'ailleurs, personne n'essaie de l'attaquer. Elle a été juste invisibilisée parce qu'elle était dangereuse, parce qu'elle avait trouvé le poteau rose. Hein. Il fallait surtout pas que ça se sache qu'une énergie, on va dire, secrète et une technologie secrète et avancée pouvait être utilisée contre le peuple. C'est ça. Et alors qu'on sait que, bien sûr que ça peut exister. Et comme tu disais, je vois le lien que tu disais, c'était il y a 20 ans. Il y en a qui balayent ça en mode c'est bon, on s'en fiche, c'était il y a 20 ans. Et en fait, le but de ma conférence, c'était de montrer, mais les amis, il y a 20 ans, on a raté ça. Imaginez qu'est-ce qu'il y a en magasin depuis. Et puis si on oublie à chaque fois ce qu'ils ont été capables de faire en 2001, on va se faire piéger pour la suite, en fait. Voilà. Et moi, l'idée, c'était d'aider les gens à nous dire arrêtons de nous faire piéger, soyons à l'affût de ce qui existe. C'est pas parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école que ça n'existe pas. C'est ce que voulait dire aussi Judy Wood par rapport à ça. Parce qu'on lui demande ouais, mais attendez, votre arme, elle est où, comment elle fonctionne et tout. Elle dit mais je n'ai pas les réponses à ça. C'est pas moi là qui ai créé c'est pas moi qui ai créé l'attentat. Faut demander au commanditaire. Mais c'est pas parce que j'ai pas les réponses à ça que ça n'existe pas, puisque on le voit sous nos yeux. La poussiérisation, c'est quelque chose que tout le monde peut le voir. Tout le monde peut regarder. D'accord. C'est tout. Après, qu'on refuse les explications de Judy Wood alors qu'elle ne fait que de décrire l'observation, après, on appelle ça le déni. Mais je veux dire, après, c'est propre à chacun. Hein. Chacun est libre de pas vouloir voir ce qu'on voit tous. Hein. On peut, voilà, on l'a bien vu avec ce qui nous arrive depuis quelques années. Il y en a qui voient, c'est tellement énorme comme l'éléphant dans le couloir, et puis il y a d'autres qui vont pas voir l'éléphant, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Mais on est tous, voilà, le cerveau est magique, il fonctionne d'une certaine façon, où on a des mécanismes, des barrières qui se mettent en place, et voilà. Et donc, voilà, comme j'avais débunké la démolition contre-conventionnelle, l'idée c'était pas de laisser les gens en plan, c'était de leur dire vous inquiétez pas, il y a d'autres éléments qui valident autre chose. Et donc je suis revenu un mois après sur le fond médiatique, et donc là j'ai parlé des autres preuves qui vont aller dans le sens d'une utilisation d'une technologie à énergie dirigée. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il n'y a jamais eu de chaleur extrême ce jour-là. Tout ce que les gens ont pris pour des fumées, c'était de la poussière, en fait, c'était des émanations de poussière. Il n'y a jamais eu de température extrême. Quand on parle de métal fondu, etc., thermique, tout ça, c'est des choses qui ont été, on va dire, c'est une perception qu'ont eu les personnes, mais en fait, sur le papier, il y avait pas ça. Quand on regarde les relevés, les photos, on voit bien que les gens ne sont pas en train de brûler sur le sol. C'était, il y avait aucune chaleur extrême. Il y a plein de choses, on va le voir dans cette présentation-là, des preuves formelles qu'il n'y avait aucune chaleur, rien que la poussière. J'invite les gens à se rappeler des photos qu'on voit avec les gens couverts de poussière. Est-ce que vous avez eu vent d'une seule histoire de brûlure de visage? Non, les gens ont même décrit, les témoignages racontent que le nuage de poussière, il était frais. Il n'y a personne qui a été brûlé. Donc, si c'est le nuage qui a fait brûler les voitures, comment c'est possible qu'il ne brûle pas le visage des êtres humains? Ça ne colle pas. Donc, il n'y avait pas de chaleur extrême. On a vu les effets spécifiques sur les matériaux qu'on va revoir tout à l'heure avec les voitures. On a vu aussi que finalement, cette histoire de poussiérisation, c'est de la dissociation moléculaire. C'est cette dissociation moléculaire à basse température qui explique aussi pourquoi des personnes ont pu croire qu'il y avait de la thermite, puisque quand vous dissociez les matériaux, vous aviez au niveau des tours jumelles beaucoup de fer, beaucoup d'aluminium. Quand vous dissociez tous ces métaux et qu'ils ont la possibilité de se rassembler, de se reformer après ensemble, vous obtenez la composition de la thermite. Mais ce n'est pas parce que vous trouvez la composition de la thermite qu'elle a été forcément utilisée au départ. Elle a pu être un produit de la technologie utilisée. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et vous avez aussi de la fusion à froid. Voilà. Et donc, ces deux conférences ont suscité plein de questions. Et donc, j'ai proposé avec Akina de faire une émission où je reprendrai toutes les questions que j'ai vues circuler sur les commentaires YouTube, Odyssée, Twitter, Telegram, et de prendre un maximum de commentaires et d'y répondre. Et donc, on est revenu aussi en même temps sur le débunkage de la théorie officielle, qui est les effondrements dus aux incendies de kérosène. Je suis revenu sur la démolition contre-conventionnelle, thermite, bombes nucléaires souterraines, mini-nukes, toutes ces théories alternatives. On a, lors de cette émission, remis une pièce dans la machine pour dire que tout ceci ne tenait pas la route par rapport à tout ce qu'on a. J'en ai profité aussi pour montrer le débunkage de l'association architectes et ingénieurs
sur les travaux de Judy Wood, parce que c'est souvent cet article qui est utilisé par les personnes pour discréditer le travail de Judy Wood. Donc je me suis dit, je vais aller lire ce truc-là, parce qu'on me l'a posté plusieurs fois. Je vais aller le lire pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc je l'ai débunké lors de cette émission, et on a vu que il y avait clairement ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est qu'il y a des éléments qui ont été écartés par cette association, et il y a aussi beaucoup d'attaques ad hominem, de la malhonnêteté, et voilà, après, c'est aux gens de creuser et de savoir qui est à la tête de architectes et ingénieurs pour comprendre que l'association est complètement, on va dire maintenant, contrôlée, infiltrée, et qu'elle ne cherche pas du tout la vérité. Elle est juste là, elle récolte de l'argent, elle fait le buzz. Enfin, je ne parle pas des architectes qui essayent vraiment d'être honnêtes et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais c'est toujours pareil dans un collectif. Il suffit que la tête soit, on va dire, pas très très honnête pour que tout le collectif, malheureusement, soit pénalisé. Et je pense que les 3600 membres de l'association sont honnêtes, mais la direction, malheureusement, n'est pas forcément honnête, leur cache des choses. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux juste nous dire, si tu sais, qui est le propriétaire d'Architecte? Oui, il est très connu. Alors, pour ceux qui connaissent le sujet du 11 septembre, c'est un nom qui peut parler. Il s'appelle Richard Gage. Richard Gage, qui est quelqu'un qui a souvent, d'ailleurs, en conférence, été interpellé par des Américains qui avaient le livre de Judy Wood et qui lui demandaient, honnêtement, son avis. Et surtout qu'il le questionnait sur l'impact sismique, puisque l'impact sismique n'est jamais abordé par architecte et ingénieur. C'est-à-dire que quand vous imaginez une démolition contrôlée conventionnelle, vous allez avoir une énergie potentielle qui va frapper, qui va être créée et qui va frapper le sol. Et quand vous faites des calculs, vous devez forcément avoir un choc au sol, et ce choc doit correspondre à la masse de matériaux qui tombe. Et Judy Wood est la seule à avoir remarqué que l'énergie potentielle, la signature sismique, que ce soit le bâtiment 7 ou les tours jumelles, ça ne colle pas du tout avec tous les matériaux qui étaient dans ces tours-là. C'est-à-dire que les tours jumelles, c'était, 500 000 tonnes à vide. Donc 500 000 tonnes, quand ça tombe, c'est plusieurs, je ne sais plus comment c'est de paquebots Titanic, mais imaginez 10, 20 paquebots Titanic qui tombent comme ça sur eux, sur le sol, ça tremble, ça fait un choc, quoi. Il n'y a personne qui parle de séisme ce jour-là. Et les relevés le montrent, il n'y a rien. Le bâtiment 7, il a un impact sismique à 0,7. En gros, il n'y a rien. Comment c'est possible qu'un bâtiment de 180 000 tonnes de 47 étages, il n'y a aucune signature? Vous savez, quand on présente ça à architecte ingénieur, donc à Richard Gage, il va vous dire « Oh, je n'ai pas étudié l'impact sismique ». En gros, on appelle ça un cherry picking, un biais de confirmation. Ça ne m'intéresse pas parce que ça ne va pas aller dans mon sens de la théorie que j'ai choisie. Donc, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas intéressant. Voilà. Alors que en gros, ce qu'ils ont fait, ça ne sert à rien du tout, quoi. C'est ça. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu vois, comme vu que c'est une arme dirigée, parce que ça n'aurait été pas une arme dirigée, normalement, on aurait dû retrouver des débris à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Exactement. C'est-à-dire que c'est ça qui a fait dire qu'il y avait des explosifs. Parce que quand on voit d'un seul coup les tours s'effondrer, on voit un panache énorme de débris qui ont l'air de partir. On se dit, ça doit aller super loin, ça va tout casser. Et en fait, et ça je l'ai montré dans la première émission, en fait, quand vous regardez l'empreinte de ces débris, on va le voir tout à l'heure, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de gros débris, il n'y a presque rien. Les bâtiments aux alentours, ils ont presque rien. C'est que des poussières, c'est chelou. C'est tellement dirigé que c'est très propre comment ça a été bien nettoyé, et surtout les débris qui ont été projetés, ils ont été immédiatement transformés en poussière. Donc il y en a très très peu. Attention, il n'y en a pas aucun, il n'y a pas une absence de débris, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à jouer avec les mots et qui ont dit que j'avais dit qu'il n'y avait pas de débris, et ils sont allés me trouver une pauvre photo où on voit un truc qui tombe en disant « Ah, regarde, il y a des débris ». Mais bien sûr qu'il y a des débris. J'ai des dizaines, des centaines de photos du site du Ground Zero. Bien sûr qu'il y avait des débris. Mais amusez-vous, si vous êtes fan de Lego, à reconstituer les tours avec les débris que vous voyez, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver, puisque la tonne de poussière qui s'est déposée à la place, c'est ça qui va reconstruire les tours. On n'imagine pas toute la poussière qui s'est créée ce jour-là. Ça ne colle pas. C'est-à-dire que dévotion contrôlée aussi crée de la poussière. Attention, parce qu'on va dire, dévotion contrôlée aussi, on voit le phénomène de poussière. Oui, mais pas autant. Pas à cette hauteur, pas avec ce volume. Je ne sais plus, il y avait des gens qui ont étudié en démolition contrôlée conventionnelle. Je crois qu'on doit avoir au moins 10-15% du bâtiment qui reste, on va dire, en gros, qui fait des gros débris. Et donc, si vous appliquez ce ratio de 10-15% aux tours jumelles, on aurait dû avoir des débris qui remplissent plusieurs, peut-être, je ne sais plus combien d'étages, peut-être 20 ou 30 étages, un truc comme ça. Là, les débris,
les débris ne remplissent même pas le lobby. C'est-à-dire que le lobby, c'est quand vous rentriez dans la tour, le premier niveau n'était pas immédiatement tout de suite, il était un peu plus haut. Vous aviez comme dans un grand hall, le niveau de plafond était un peu plus haut. Bah, vous remplissez même pas ça avec les 110 étages qui viennent de s'écrouler. Ouais, c'est bizarre. C'est déjà bizarre. Et vous n'avez rien dans les sous-sols. C'était l'argument du récit officiel, et qui a été repris aussi par des gens après qui essaient de comprendre, c'était de nous dire que c'est parti en sous-sol. Et en fait, il n'y avait rien dans les sous-sols. Alors après, il y en a qui vont vous dire, et c'est le collectif architecte et ingénieur qui vous le dit, il vous dit c'est normal qu'on ne voit rien sur l'empreinte de la tour, tout est tombé sur les côtés. Mais alors on leur demande, bah, montrez-nous les photos qui montrent que 90% des débris sont tombés en dehors de la tour. Et là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, puisqu'il n'y a que de la poussière. Il y a très très peu de débris. Vous ne pouvez pas reconstituer une tour. Tous ceux qui disent que si on peut le faire, ils ne sont jamais allés au pied de la tour pour voir à quelle hauteur elle était. Enfin, vous imaginez 400 mètres, plus de 400 mètres de hauteur. C'était les tours, c'était tellement haut, et on veut vous dire que tout est tombé aux alentours. Ah oui, sous forme de poussière, mais pas de débris. Donc, ce n'est pas des explosifs qu'on fait ça. Sinon, mais est-ce que tu penses, toi, de cette théorie que justement, ces deux tours, c'était un test pour autre chose? Alors, je n'ai pas entendu cette théorie. Ah, ouais, tu n'as pas entendu? C'est-à-dire un test pour le futur, ce qu'on a vu comme l'année dernière. Si tu veux, c'est le 11 septembre, ça a été un test pour voir l'efficacité de leur système, si ça fonctionne bien. Et par la suite, ils ont continué leur expérience pour arriver à ce qu'on a eu l'année dernière à Hawaï. Moi, je préfère qu'on en reste au fait plutôt que de parler de ce genre de théorie. Je peux juste te dire que cet événement-là, j'en parle dans mes conférences que je donne dans le monde réel et que je donnerai encore dans des émissions. Cet événement-là, il était prévu de longue date. Donc, pour moi, ce n'était pas un test, dans le sens où les technologies qui ont été utilisées ce jour-là, elles ont déjà été testées avant. Et d'accord, ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusque déjà dès les années 80, ils ont utilisé déjà de ce type d'armes. D'accord. Pour détruire certaines choses. Donc, en fait, 2001, c'était une grosse préparation. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Alors, ils ont quand même fait des erreurs, puisque sinon, on n'en serait pas là. Hein. On n'aurait pas vu les erreurs. Mais c'était vraiment... c'était déjà très, très au point, tout ce qu'ils ont fait. Il y a déjà eu des trucs plutôt en amont, tu vois. Voilà. Tu as raison pour dire qu'entre-temps, en plus de 20 ans, ils ont continué sûrement de développer ce genre de technologie. Et donc, il faut rester très ouvert. Moi, je ne dis pas que Hawaï... De toute façon, Hawaï et le 11 septembre, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Attention, hein, c'est Hawaï et le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est clairement un processus froid, alors que Hawaï, au vu des images, au vu des témoignages, on sent qu'il y a eu beaucoup de chaleur, que c'était des vraies flammes quand on voit les images. Donc, attention aussi à ne pas vouloir voir tout pareil. C'est peut-être des armes à énergie dirigée, mais qui ne fonctionnent pas pareil. Pareil, on m'a beaucoup parlé de Notre-Dame. Attention, Notre-Dame, ça ne ressemble pas du tout au World Trade Center. On est plus là peut-être sur des accélérateurs thermiques. Bon, après, c'est peut-être un mégot. Hein. Non, je plaisante. Vous voyez, enfin, il faut faire attention à tout ça. Après, on reste ouvert. Il ne faut pas dire c'est sûr que c'est ça ou c'est sûr que c'est pas ça. Il faut rester ouvert. Il faut douter de tout. Et après, il faut aussi confronter nos théories à l'expérience et puis savoir écarter des pistes quand ça ne colle pas. Par exemple, Hawaï, Hawaï, il y a des choses qui collent avec, on retrouve les voitures grillées dont on va parler aujourd'hui, c'est sûr, mais il y a d'autres choses qui ne collent pas avec ce qui a été observé au 11 septembre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la même arme, c'est sûr. Ça peut être peut-être... Forcément, ils ont des technologies bien différentes. Là, ils n'ont pas que ils ont des armes dirigées, mais avec des technologies différentes. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire, bon, c'est pas exactement la même chose, donc ça n'existe pas, donc c'est naturel ce qui s'est passé. Non, il faut rester ouvert, il faut... Le truc d'Hawaï, c'est que ça a été quand même... on a eu très peu d'infos finalement. Il y a très peu de choses qui sont sorties. On nous a fait circuler toujours les mêmes quelques vidéos. Donc, il faut faire aussi attention aux fausses vidéos. Il y a eu beaucoup de trucage. Bon, surtout le 11 septembre, c'est une catastrophe. Il y a énormément de vidéos truquées des deux côtés pour faire croire des choses à chaque personne. Et Hawaï, on n'est pas non plus à l'abri.
on n'a pas beaucoup d'infos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théories qui circulent et les gens après vont se satisfaire de ces théories, mais on n'a pas beaucoup d'observations pour confronter tout ça. Donc c'est très très compliqué à ce jour. Je ne sais pas s'il y aura une enquête, je ne sais pas s'il y aura l'équivalent d'une Judy Wood qui aura la capacité de tout rassembler. On ne sait pas si les gens qui ont vécu les choses vont témoigner et tout, parce qu'il y a eu une omerta énorme. Hein. T'imagines, c'était déjà en août, mais il n'y a rien qui est sorti. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a eu plein de disparus, mais au début, on nous a dit qu'il y a 80 personnes qui ont disparu, alors qu'il y a plein de gens qui disaient que non, ça va être un carnage, et les enfants étaient enfermés chez eux, il doit y avoir des enfants de partout qui sont décédés. Moi, je n'ai pas vu de bilan officiel. Hein. Je ne sais pas du tout où ça en est à Hawaï, où je me suis lancé sur 11 septembre. Après, c'est aux gens, avec les billes du 11 septembre, à creuser d'autres sujets pour essayer de voir si ça peut donner des pistes ailleurs. Mais voilà. Donc, moi, je vais rester sur, tu vois, le 11 septembre. Et l'idée, c'est rester ouvert à tout ce qui se passe et non plus non plus tomber dans la parano à se dire forcément tout est artificiel. Attention, il peut aussi y avoir des choses naturelles. Maintenant, ça paraît bizarre quand on voit tout ce qui s'est passé ce jour-là, surtout la couverture médiatique derrière. C'est toujours pareil, c'est comment c'est traité par les médias qui peuvent nous dire mais qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter encore des histoires, des salades, qu'est-ce que ça cache derrière? Pourquoi ils ne nous disent pas juste la vérité? Pourquoi c'est toujours des récits un peu bizarres? Donc c'est sûr que ça met la puce à l'oreille, hein. C'est pas de fumée sans feu. On est bien d'accord. Et justement, pourquoi sur cette photo tu as mis deux personnages intéressants, donc Judy Wood et Nikola Tesla? Eh bien, c'est une illustration déjà qui a été créée par Jeanne, puisqu'en fait, quand elle a traduit, donc il y a quelques mois, elle a traduit sur sa chaîne la conférence dont je lui avais parlé à l'époque, en me disant, oh là là, mais il faudrait pouvoir traduire ce truc-là, c'est énorme. Et bien en fait, dans la conférence, Judy Wood, elle explique que justement, la technologie qui a été utilisée, on reconnaît les travaux de Tesla. C'est-à-dire que, enfin, une partie des travaux de Tesla, il a travaillé sur énormément de choses, mais il a travaillé sur des choses qui sont en lien avec ce qu'on observe. Et notamment, en fait, il y a un chercheur, enfin, c'est pas un chercheur, c'est, on va dire, un autodidacte canadien qui s'est amusé chez lui à reproduire certaines expériences de Nikola Tesla, et dans les années 70, je crois, 70-80. Et lui, en fait, il a réussi à reproduire, avant le 11 septembre, tout ce qu'on observait plus tard, le 11 septembre. C'est-à-dire que quand le 11 septembre est arrivé, il a reconnu ce que lui faisait dans son garage. Il a reconnu en version grandeur nature. Et donc, Judy Wood, elle a rencontré cette personne-là, et ils ont compris qu'en fait, ce qu'on observait ce jour-là, les effets qu'on voit sur les matériaux, on appelle ça, une grande partie, on appelle ça l'effet Hutchison, qui est le nom du Canadien, du John Hutchison, qui a travaillé sur les travaux de Tesla. Donc Tesla est en photo, puisque comme on parle justement pour Judy Wood d'énergie libre, puis d'énergie dirigée, le lien avec Tesla était important. Et ce qui est important aussi dans cette conférence-là, c'est quelque chose que je n'avais pas abordé, parce que je ne voulais pas embrouiller les gens. Je trouvais que c'était déjà énormément de nouvelles infos qui étaient difficiles à avaler. Il y avait déjà de quoi être pris pour un fou. Et je n'avais pas abordé à l'époque le contrôle du climat, parce que si j'avais rajouté ça, je pense que j'aurais perdu beaucoup de monde. Mais dans la conférence de Judy Wood, elle en parle. Et effectivement, il faut que les gens sachent que ce jour-là, ça en fait partie. En plus d'avoir des technologies avancées qui sont gardées secrètes, vous avez eu ce jour-là le contrôle du climat. C'est-à-dire qu'il y a un ouragan, ça j'en parlerai, Judy Wood en parle dans la conférence, donc je vous invite à aller la regarder. Puis moi, je pense que je ferai un article ou des conférences dédiées à cet ouragan. Mais en fait, il y a un ouragan qui se dirigeait sur New York depuis 3 jours. Et le matin du 11 septembre, il a fait demi-tour. Enfin, pas demi-tour, mais il a complètement dévié de sa trajectoire en mode « Ah non, tiens, je vais m'arrêter et je vais aller un peu plus loin, continuer ma route ». Bien sûr, c'est un parcours complètement artificiel, donc il y a forcément une intervention. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est si vous demandez à des Américains « Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un ouragan qui arrivait ?» Bien, il n'y a personne qui sait. Même parmi les chercheurs de vérité en France, sur ce sujet-là, si vous leur parlez de l'ouragan Erin, il s'appelait Erin, est-ce que tu sais qu'il y avait l'ouragan qui de catégorie 3, il était aussi puissant que Katrina. Tout le monde se souvient de l'ouragan Katrina, en 2005, je crois. Mais, je crois, je ne sais plus, les gens vérifieront la date, 2005 ou 2008, je ne sais plus. Tout le monde se rappelle de l'ouragan Katrina, mais personne ne se souvient de l'ouragan Erin. Il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de médias qui en ont parlé ce jour-là. Comme si les médias savaient qu'il allait faire demi-tour, alors qu'il allait, s'il continuait sa route, il allait inonder Manhattan. Il allait inonder Manhattan, il allait empêcher les avions de décoller, donc il empêchait les attentats, etc. Enfin, ça change tout le scénario si cet ouragan il avait continué sa route. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
cet ouragan a-t-il été dévié parce qu'il dérangeait, ou est-ce qu'il a été amené là parce qu'il avait une utilité pour les attentats? Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce qu'à ce jour, c'est que des théories. Et même Judy Wood, dans sa conférence et dans son livre, ne se prononce pas sur cet ouragan, dans le sens, elle ne dit pas à quoi il servait, elle explique juste qu'il était là, il n'avait rien à faire là, dans sa manière d'avoir été dévié, et que donc, si on n'en a pas parlé à la télé, c'est que forcément, il avait un lien avec les attentats. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose, c'est pas normal. On en parle. On est aux États-Unis, c'est les chasseurs de tornades, d'ouragans. On aurait dû parler de cet ouragan. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, on va avancer un petit peu, c'est de regarder. Bah voilà, tu me demandais tout à l'heure, tiens, on voit en photo Tesla associé à Judy Wood. Quelle est l'association? En fait, ce qu'on a observé au niveau des débris du World Trade Center, on a observé ce qu'on appelle l'effet Tesla-Hutchison sur les débris, c'est-à-dire qu'on a observé des débris qui se sont gélifiés, on a trouvé des poutres qui ont courbé, c'est ce qui a fait dire aux gens, forcément, il y a eu des grosses chaleurs, forcément, pour pouvoir gélifier des métaux et les courber. Eh bien non, ça s'explique autrement. On a vu aussi des structures métalliques qui ont été déchiquetées, de l'écaillement, la fusion de matériaux dissemblables. Je parle souvent de la page de la Bible. Donc la page de la Bible, elle est en papier et elle est à fusionner sur du métal. C'est impossible à haute température puisque le métal qui est en fusion, il fait brûler le papier. Donc la Bible, elle aurait dû brûler. Or là, la Bible, elle est parfaite. Donc c'est que le processus s'est fait à froid. C'est dissonant, mais c'est exactement ce qu'on doit conclure quand on voit ça. Surtout que le métal avait des traces organiques, donc qui montrent bien que le procédé n'était pas thermique. Vous avez un vieillissement qui va être très rapide, on va le voir sur les voitures. On a vu de la lévitation, on a vu le métal à l'allure toastée, donc grillé, on va dire en français. Mais c'est un mot qui a été inventé par Judy Wood pour un peu expliquer comment la voiture elle était, mais ça veut tout dire et rien dire. Mais comme elle explique souvent, elle a inventé beaucoup de nouveaux mots dans sa conférence, dans son analyse du 11 septembre, puisqu'il y a plein de concepts qui étaient nouveaux, et au lieu de mettre une étiquette avec un mot qu'on connaît déjà, elle a préféré utiliser des mots différents, créer des nouveaux mots. Vous avez des trous circulaires dans les matériaux, dans les vitres. C'est impossible d'avoir ça avec un effet cinétique. Quand vous envoyez une pierre, un caillou, un débris dans une fenêtre, vous ne faites pas un trou circulaire. Ça, c'est que dans les dessins animés. En vrai, vous allez fissurer votre vitre. Et ben là, on a des trous circulaires. Et ça ne se produit pas donc avec des processus cinétiques ou thermiques. Classique. Voilà, classique. Il y a quelque chose. Et bien sûr, ça s'explique d'un point de vue électromagnétique. D'un point de vue électromagnétique, vous pouvez faire des dégâts dans le verre avec les ondes électromagnétiques. Vous pouvez créer des dégâts circulaires parce que ça existe. On peut le faire, mais voilà, pas d'une manière cinétique ou thermique. Vous avez aussi des émanations de poussière. Vous avez de la transmutation, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de zinc qui s'est transformé en cuivre. Vous avez des nouveaux métaux qui sont apparus, ce qui a fait dire aux gens qu'il y avait des réactions nucléaires. Oui, c'est vrai, mais il y a des réactions nucléaires. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une bombe nucléaire qui a été installée. Parce que justement, il n'y avait pas de rayonnement ionisant, il y avait très très peu de rayonnement ionisant. Il y avait beaucoup de tritium d'observer, mais il n'y avait pas les autres rayonnements. Donc il y a même un problème avec cette piste de la bombe nucléaire, même de la mini-bombe nucléaire, tout ceci ne tenait pas la route. Vous avez de la fusion sans chaleur, parce que vous avez des éléments qui ont été ramollis, mais il n'y avait pas de chaleur non plus. Vous avez ce qu'on appelle les feux étranges, on va les voir dans les voitures, c'est-à-dire que c'est des feux sans chaleur. Les voitures ont l'air de prendre feu, mais en fait, il n'y a aucune chaleur, puisque le papier, il n'y a pas d'impact sur le papier ne brûle pas. Et enfin, vous avez de la luminescence du métal sans chaleur. C'est ça qu'on a pris pour des incendies, alors qu'en fait, c'était de la luminescence. Et ça, c'est un petit tableau qu'elle présente en conférence. Elle reprend quelques preuves, quelques faits qui ont été observés. Donc, en haut, vous avez marqué faible chaleur, papier pas brûlé, faible impact sismique, un minimum de débris. Vous avez la digue qui a survécu. Il faut savoir que le World Trade Center était construit dans une sorte de baignoire, et une baignoire très fragile. C'est-à-dire que de l'autre côté de la baignoire, vous aviez l'Hudson. L'Hudson, c'est la rivière. Vous avez la rivière, et en fait, la baignoire était très fragile, ce qui fait que si vraiment il y avait eu des bombes ou des bombes nucléaires, des explosifs, il y avait de fortes chances que la baignoire cède. Et si la baignoire cède, vous avez juste Manhattan, le Lower Manhattan, le Manhattan du bas, qui était complètement inondé. Inondé, ouais. On n'a pas vu ça. Donc, encore une fois, il n'y a pas de. Le bâtiment, il restait un reliquat d'un bâtiment, le bâtiment 4, je crois, le WTC 4. Ils ne l'ont pas démoli à l'explosif. Ils ont dû le tirer avec des câbles. Et ils ont dû aussi utiliser pour le nettoyage du Ground Zero des grues d'une certaine hauteur, puisque les vibrations que faisaient les grues quand elles se déplaçaient pouvaient risquer de casser la baignoire. Et on vient vous dire qu'il y avait des bombes de partout dans ces bâtiments-là, ils ont été piégés. Mais non, mais regardez comment le site a été nettoyé. Ils ne pouvaient pas se permettre de casser la digue, elle était hyper fragile. Donc, il faut arrêter avec ces histoires d'explosifs, d'ailleurs qu'on n'entend pas. Hein. C'était aussi un des arguments qui écartait la démolition contrôlée conventionnelle, c'est tendez l'oreille, à aucun moment vous entendez des boum, boum, boum
pendant la destruction des bâtiments. C'est Mais le grondement. justement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que comment ça se fait que cette arme qu'ils ont utilisée, justement, elle n'a pas fragilisé cette fameuse baignoire? Parce que logiquement, elle aurait dû le fragiliser encore plus, ou peut-être même céder. Exact. Oui, c'est une très bonne question. On pourrait se dire que justement, comme on a des effets qui se sont produits à 1 kilomètre, hein, on verra, on a des voitures qui ont été touchées. On pourrait se dire, quand on sait que la baignoire qui était carrément à côté, pourquoi elle n'a rien eu? Encore une fois, c'est le genre de questions qui sont très pertinentes et il faut demander aux commanditaires comment ils ont fait. On peut juste se dire que voilà, c'était très bien organisé. Ils ont bien calculé les effets de champ qu'il allait avoir, les interférences électromagnétiques, et donc ils ont calculé tout ce qu'il fallait pour que justement la baignoire ne puisse pas être affectée et qu'elle tienne. C'est ça qui est fou, c'est vraiment du travail au millimètre. Si vous regardez le bâtiment 7, comment il est tombé, si vous regardez les bâtiments qu'il y avait à côté, c'est hallucinant. Il était vraiment à côté du bureau de poste. Le bureau de poste n'a absolument rien. Si le lendemain matin, vous vouliez aller déposer une lettre à la poste, vous pouvez y aller. Alors que vous avez un bâtiment de 47 étages qui vient de tomber sur son empreinte. C'est du travail de pro. C'est millimétré. Chirurgical, quoi, on va dire. C'est chirurgical, bien sûr. C'est chirurgical. Donc, c'est très propre ce qui a été fait. Et mais encore une fois, comme on ne connaît pas l'arme du crime, c'est difficile de savoir comment ils s'y sont pris. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à comprendre que ça n'a pas existé, puisque c'est ce qui s'est passé. En tout cas, comme dirait Judy Wood, on ne sait pas comment ils ont réussi à le faire, mais ils ont réussi à le faire. C'est toujours pareil. Il faut accepter qu'on ait encore des questions en suspens. Et on les aura toujours, hein, parce on n'est pas dans le complot. Là, on en revient à ces termes-là, mais nous, on n'est pas dans le complot. On le regarde, le complot. On n'est pas des comploteurs. On ne sait pas du tout qui c'est qui a organisé ça, où était l'arme, comment elle fonctionnait. On aimerait savoir, on aimerait qu'on nous le dise. On dise, bon, les gars, on a compris ce que vous avez fait. Vas-y, allez-y, montrez-nous le jouet. Oui, on aimerait bien. Voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est en haut, elle a mis plein de faits observés. Et après, elle a mis toutes les techniques, toutes les théories qui ont été proposées. Donc, vous retrouvez dans tout ce qui est énergie cinétique, le jet fuel, les feux dans le bâtiment, les bombes dans le bâtiment, la thermite, les mini-bombes nucléaires, et tout ceci, ça ne tient pas la route puisqu'il n'y a pas de chaleur sur le site. Donc, forcément, ça ne va pas coller. Et les seuls processus qui peuvent coller, c'est les armes à énergie dirigée. Vous en avez qui existent, qui sont chaudes, d'autres qui sont basées sur des processus à froid. Et bien sûr, c'est le processus à froid qui collait avec tout ça. Donc, les survivants nous mènent vers la vérité, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les 15-16 personnes qui ont survécu à la chute de la tour Nord, il suffit d'écouter leurs témoignages pour se rendre compte qu'elles n'ont pas été enterrées sous des centaines de milliers de tonnes d'un bâtiment qui s'effondre, elles n'ont pas été soufflées par l'onde de choc d'explosifs, elles n'ont pas été écrasées sur le poids de 500 000 tonnes de matériaux, elles n'ont pas été frappées par un objet qui viendrait les tuer, elles n'ont pas été brûlées par le feu, la thermite ou le métal fondu, elles n'ont pas été nucléarisées, c'est-à-dire que s'il y avait des dispositifs nucléaires, elles auraient pu être pulvérisées, elles sont toujours là. Il y a certains qui ont été, il y a des personnes qui ont même été désintégrées dans les tours. On a toujours, à ce jour, il faut que les gens se rappellent qu'il y a 1400, 1500 personnes qui n'ont jamais été retrouvées. C'est-à-dire qu'elles sont portées disparues, comme on dit. On ne les a jamais retrouvées. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à retrouver un morceau de leur corps pour pouvoir les identifier. Elles ont été désintégrées, elles ont disparu. C'est-à-dire que les morceaux qui nous restent sont tellement petits qu'on ne peut même pas les identifier. 1500 personnes, on ne parle pas de 10, 20 personnes. Il y a 1500 personnes qui ont disparu. Elles ont été désintégrées avec les tours jumelles. Donc, c'est des armes terribles. C'est des armes terribles. Surtout les pompiers, par exemple. Puisqu'il faut aussi sortir du mythe, comme quoi le bâtiment, ça je pense que les gens ont compris, ceux qui se posent des questions, les bâtiments n'ont jamais connu un brasier dans les tours. Il faut savoir, quand vous récupérez les enregistrements des pompiers qui intervenaient dans le bâtiment, ils circulaient encore très très bien. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que les tours s'effondrent. D'ailleurs, ils avaient mis leur QG à l'intérieur. Si vraiment ils pensaient que ça allait tomber, ils n'y seraient pas allés. Il n'y a que dans la tour 7, ils n'ont pas voulu mettre leur QG. Mais dans la tour nord et dans la tour sud, il y avait le QG des pompiers pour les opérations. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'un bâtiment tombe pareil. Et on entend très bien dans les enregistrements, les pompiers qui circulent très bien dans tous les étages. Il y a de temps en temps, ils disent qu'il y a des petits endroits où il y a un peu d'incendie, mais ils le disent, il n'y a rien de grave. Ils signalent quand il y a des gens qui sont blessés et tout, mais ils circulent très très bien. Et d'un seul coup, quand ça s'écroule, mais ils ne s'y attendent pas du tout. Donc, forcément, ils étaient dans les tours, ils se sont fait désintégrer. On ne les a pas retrouvés, ils ont été désintégrés. On a retrouvé ce qu'on appelle, vous savez, les pompiers, ils ont leur alarme de localisation. Ils ont un bip sonore sur eux pour qu'on puisse les retrouver, justement, s'il y a, quand il y a un séisme, s'il y a des éboulements ou des écroulements et que les gens se retrouvent en profondeur enfouis, vous avez des bips, bip, bip pour savoir où ils sont. Et vous savez que le 11 septembre, on a retrouvé des centaines de bips, mais il n'y avait pas le pompier avec.
Le bip fonctionnait, on a retrouvé tous les bips par terre, mais on n'a pas retrouvé les pompiers. Voilà. Devinez où sont passés les pompiers. Ça aussi. On aimerait bien. Et ça, on ne peut pas répondre à la question. On sait très bien que quand on fait une démolition contrôlée conventionnelle, ça ne se passe pas comme ça. On retrouve les corps. Où sont les corps? Les hôpitaux ont attendu les corps très très longtemps. Il n'y avait pas de corps. Il y a 1500 personnes. Sur les 3000 victimes, il y a la moitié qui ont été désintégrées. Donc, elles ne sont jamais arrivées à l'hôpital. Elles ont disparu. Elles ont été désintégrées par ces armes, par cette technologie. Voilà. Ces témoignages nous montrent aussi que les personnes n'ont pas été assourdies par des explosifs, des explosions, n'ont pas été aveuglées par des flashs lumineux. La thermite, beaucoup de personnes parlent de thermite. La thermite, c'est un incendiaire. C'est aveuglant. On ne devrait même pas regarder. On pourrait on pourrait même pas regarder les tours jumelles si c'était de la thermite qui avait été utilisée. La thermite, c'est plus, on va dire, Notre-Dame, si vous voyez un peu la peinture. Notre-Dame, effectivement, c'était un peu plus lumineux, on va dire. Même si là aussi, on n'est pas allé vérifier quelle technologie a pu être utilisée, puisque l'enquête, voilà, on nous a dit que c'est un accident circulaire, rien à voir. Donc après, on peut faire que des théories en disant c'est de la thermite, c'est un accélérateur, etc., etc. On ne saura pas, mais en tout cas, c'est bizarre, bien sûr, ce qui s'est passé encore lors de cet événement. Voilà, j'ai 2 petites vidéos. Alors, je ne sais pas, vu le temps qu'il est, je ne pense pas que je vais les passer parce que c'est des vidéos qui introduisaient un peu le sujet. Je pense que comme au pire, je les mettrai peut-être un peu plus tard. Mais voilà, comme ça fait déjà presque un peu moins d'1 heure qu'on papote, peut-être c'était des vidéos qui vont introduire le sujet. Donc, je pense que ça ne vaut pas forcément la peine de les montrer. Ou allez, si peut-être une. Allez, oui, une, pour juste... voilà, de quoi il en recourt. Donc, c'est en anglais, on entend un peu ce que Judy Wood dit, mais ce n'est pas le plus important, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je la lance, ok? C'est bon pour toi? Toasted cars, we got to get to the toasted cars. I say they're toast, they're history. I can't say they're burnt because I don't know that. But they're toast. I just decided to use that word to say something happened, messed them up. You can't fix it, you got to get a new one. But this one is quite interesting in that it has an abrupt, toasted, not toasted. Like it's like it's on the showroom floor. It just had a new wax job back there. What abruptly stops a real fire, a regular fire, doesn't do that. It would be lapping around the corner. Also, why aren't the lights melted? I didn't hear of any fireballs rolling down the streets, and cars were going into spontaneous combustion. There was no fireball that hit them. They just simply burst into flames for one reason or another. There was even a car park blocks away that the cars started smoking and catching fire, and no one questioned that. Various detractors like to say that the cars got towed. I don't know about how some of them were, but I know these were not towed. You can see them before and after. And you can see cars adjacent to each other. One might be okay, and the other one's fine. There are witness accounts of what happened to some of these cars too. For example, Patricia Ondrovich, who was a first responder, she, I think, came out of World Trade Center 7, and the cars were exploding right next to her. The FDNY vehicles were remarkable. There were enormous ladder trucks, pumpers that looked like they were thrown around the fields like toys, and they reeked of unimaginable loss. Voilà pour la première vidéo, et on va se passer la deuxième parce que c'est à peu près la même chose. C'est des vidéos introductives de ce qu'on va regarder. Hop, je passe la suite. Donc, en fait, ce qui est important pour ces vidéos-là, c'est déjà de se rappeler que le mot « toaster », que je vais utiliser aussi comme Judy Wood, pour ceux qui ont compris ce qu'elle vient de dire, alors je traduis, c'est qu'elle dit, en fait, il y a une expression en anglais, on dit « it's toast, it's history ». C'est une expression qui les fait rire, eux, en tout cas, ça a un sens pour eux. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens pour nous. On n'a pas l'équivalent, si vous voulez, parce qu'on n'a pas la même histoire qu'eux. Mais en fait, ce qu'elle explique, pourquoi utiliser ce mot-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme elle a décrit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, elle a créé des nouveaux mots. Voilà. Donc, elle a créé les toasted cars, c'est les véhicules toastés. Alors, Jeanne a fait le choix de traduire par grillé, c'est-à-dire que souvent on parle des voitures grillées, parce qu'un toast, quand vous faites du pain toasté dans un grille-pain, bah, c'est du pain toasté, du pain grillé. Mais en fait, il ne faut pas imaginer le mot grillé comme, le mot toasté pour dire que la voiture a forcément brûlé. Parce que vous avez vu les images, à un moment, elle vous montre une voiture qui est, d'un côté, elle est toastée, et de l'autre côté, elle ne l'est pas.
pour elle, c'était montrer que d'un côté, on part des voitures qui sont nickel, une partie de voiture qui est nickel et l'autre côté qui est complètement défoncée. On a vraiment une partie abrupte. Il n'y a même pas une transition. Parce qu'on pourrait dire, oui, bon, ça peut arriver, le feu est parti de devant et puis il s'est arrêté. Mais non, en vrai, quand vous avez un vrai feu, un feu ne fait pas ça. C'est-à-dire que vous avez forcément ce qu'on appelle une transition. Ça ne s'arrête pas de manière brutale. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui a été présenté dans cette vidéo-là. C'est des témoignages et aussi des photos pour voir qu'est-ce qu'on appelle véhicule toasté, entre autres. Et donc, le premier critère qu'on a, c'est que les véhicules, pourquoi ils sont qualifiés de toastés, entre guillemets grillés, c'est qu'ils ont, pour la plupart, pris feu. Et donc, sur ces deux images, donc déjà, ce que je rappelle, c'est que là, je vous montre que deux images. Mais il ne s'agit pas de se dire, oh là là, il a jugé sur deux images, c'est facile, il est dans un biais de confirmation. Je vous invite à ne pas déjà me croire sur parole et à faire vos propres recherches. C'est-à-dire que si vous tapez véhicule World Trade Center, que ça soit sur n'importe quel moteur de recherche, les images, vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de photos, il y a plein de vidéos, il y a plein de contenu encore. Internet n'a pas effacé tout ça parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a à voir, donc c'est laissé à la vue de tout le monde pour ceux qui savent voir. Et donc, vous allez trouver plein d'images et de vidéos que je vais vous montrer aujourd'hui et vous allez comprendre qu'on a raté des choses qui auraient dû nous choquer. Et donc, ce qui doit nous choquer, par exemple, c'est sur ces clichés-là, c'est de voir que les véhicules ont l'air en feu. Hein, c'est ce qu'on dirait, oui, le véhicule, il brûle, là, il y a un grave incendie. Mais regardez autour, vous avez le papier. Vous avez du papier aux alentours. Vous avez je crois que c'est la photo à droite, la rue, elle a été surnommée la rue de la mort, je crois, parce que toutes les voitures ont été complètement grillées. Par contre, ce qui est rigolo, c'est de regarder les arbres. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un brasier dans la rue et vous avez les arbres, ils ont du papier, ils ont leurs feuilles, tout va bien. Voilà. C'est-à-dire qu'ils regardent le spectacle. Ils ne sont pas du tout affectés par ce qui se passe. Voilà. Là, c'est encore plus parlant. Vous voyez la voiture de police, NYPD, là, New York Police Department. Vous voyez que là, elle est en train de prendre feu, mais au sol, vous avez du papier. Mais encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos parce que c'est encore plus frappant en vidéo. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais là, c'est un cliché, peut-être que le papier est en train de brûler. Procurez-vous les vidéos comme j'ai fait, procurez-vous d'autres clichés et vous allez voir, les papiers ne brûlent pas. C'est-à-dire que c'est le métal qui prend feu, entre guillemets, qui, on va dire, s'allume, on va dire, et en luminescence. Il y a quelque chose qui brûle, mais pas le papier. Donc, ce n'est pas un processus thermique, puisque si c'était chaud, bah, vous auriez le papier qui est très fragile et qui est consumé. Donc là, vous avez du papier partout, mais vous avez des incendies à côté. Et ce qui est bien, c'est de confronter ces images-là à des témoignages. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi, finalement, une photo. Là, je vous dis ça, mais quelqu'un pourrait dire, mais non, tu racontes n'importe quoi, le papier est en train de brûler, c'est un incendie classique de voiture, blablabla. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'ont vu les gens sur place pour essayer de comprendre. Et bien, vous avez des témoignages donc, de secouristes qui vont vous raconter qu'ils étaient en train de courir et ils ont vu 2 ou 3, donc là je vous lis en anglais, c'était dans la vidéo, je vous le lis en anglais et je vous le traduis en français, vous pourrez aller vérifier la traduction, mais la personne dit, bah, alors que j'étais en train de courir ici, donc dans le North Park, 2 ou 3 voitures de plus ont explosé sur moi, elles n'étaient pas à côté d'un bâtiment à cet endroit. Ensuite, il y a marqué, je ne sais pas ce qui leur a causé cette explosion. Je ne sais pas ce qui a fait que ces voitures ont explosé. Je me suis dit que ça devait être l'impact d'un débris de résidus de débris d'un bâtiment qui tombait. Je ne suis pas un ingénieur, donc je ne peux que supposer la cause probable. Je ne me rappelle pas d'une chaleur extrême. Ensuite, la personne a dit, je me rappelle avoir vu des parties de voitures volées. Je pense que j'ai été frappé par une portière. Je me souviens aussi qu'elles étaient en feu, mais je ne me souviens, elle dit, je ne me rappelle pas spécifiquement de boules de feu comme dans les films. Voilà. Et elle dit, mais il y a eu un gros boom et la portière a volé. Flew off the one car I was running past. Voilà, je suis passé, en fait, la personne raconte qu'elle est passée à côté d'une voiture et boum, il y a eu un boom et la portière a sauté au moment où elle est passée au niveau de la voiture. Et le témoignage d'à côté, donc c'est un firefighter, c'est un pompier, qui raconte que les pneus et les voitures étaient en train d'éclater et elles étaient en train de s'allumer spontanément. Donc là, vous avez des témoignages
de combustion spontanée que j'avais déjà présenté dans la conférence avec Akina dans la partie 2. J'avais déjà montré ces images où on voit là, de manière spontanée des éléments s'embraser, prendre feu, comme on peut voir là sur la photo numéro 2, là à droite. On voit un élément plutôt métallique qui a l'air d'être de l'aluminium qui prend feu. Donc on se dit, oh là là, l'aluminium qui prend feu, on est à 1000 degrés. Hein. Et quand vous lisez les témoignages, et dans le livre de Judy Wood, c'est du béton armé, puisque là, je vous lis 2 témoignages, pareil, vous pourriez dire, ah, mais il a lu 2-3 témoignages, c'est pas représentatif. Vous allez lire le livre de Judy Wood, c'est bourré de démonstrations déjà scientifiques, mais en plus, c'est bourré de témoignages. C'est-à-dire que ce genre de témoignages, il y en a des dizaines. Il y a plein de gens qui racontent qu'elles remercient même les voitures d'avoir pris feu, puisque vous savez, à un moment, quand les tours sont tombées, il y avait tellement de poussière que c'est devenu la nuit, en fait, dans New York. Les gens ne voyaient plus rien, on appelle ça pitch black en anglais, c'est-à-dire que c'est l'éclipse solaire qu'il y a eu le 8 avril. Bah, imagine la même chose à cette époque-là, vous ne voyez plus rien, et les gens ont remercié les voitures qui prenaient feu spontanément, puisque ça a éclairé le chemin pour pouvoir s'enfuir. Et elles racontent qu'elles sont passées à côté des voitures et elles ne ressentaient pas de chaleur. Alors que je vous invite, pendant les émeutes qu'on a eues il y a quelques mois, quand il y a plein de voitures qui ont pris feu, si vous alliez à côté d'une voiture qui prend feu, je pense que vous allez avoir un problème avec votre visage, vous allez sentir la chaleur. Donc là, on voit bien, il y a quelque chose qui se passe avec ces combustions spontanées sans chaleur. Ensuite, on en revient au papier, parce que voilà, on a vu les papiers qui ne brûlaient pas. Mais il faut savoir, par exemple, que là, donc, il y a eu 1400 voitures répertoriées comme toastées. Hein. Ce n'est pas non plus 10-20 voitures. Hein. Donc, 1400 voitures sur le site du World Trade Center qui ont été qualifiées par Judy Wood de toastées. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé dans la plupart de ces voitures-là? Des papiers. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est des passants qui sont passés, qui se sont amusés à remplir les voitures de papier. Pas du tout. C'est-à-dire que comme le papier n'était pas consumé pendant qu'elles étaient en train de prendre feu, il s'est accumulé à l'intérieur, en fait. Donc, toutes les voitures sont remplies de papier. Mais on ne devrait pas retrouver du papier. C'est la deuxième vidéo que je ne vous ai pas montrée. Il y a un journaliste qui est en train de se balader et puis il nous montre une voiture qui est complètement cramée en disant, regardez, ça a dû être un brasier énorme. Et dans la voiture, il y a plein de papier. Il le dit, il fait, ah, regardez, il y a du papier. Ben, ça ne colle pas. Si tu as eu un brasier, tu ne peux pas avoir du papier dedans. Le papier, c'est la première chose qui prend feu. Pareil. Est-ce que justement ce papier ne s'est pas accumulé quand les tours elles ont été pulvérisées, donc les papiers se sont dispersés et justement quand ils sont retombés, elles sont retombées sur les voitures? C'est une très bonne question. Je l'attendais. Merci. C'est que tu suis très bien et je pense que d'autres qui vont nous suivre la poseront aussi. En fait, c'est la chronologie qui est importante. Et la chronologie, c'est que d'abord les tours se consomment, les tours tombent, donc le papier vole dans tous les sens, et ensuite les voitures se sont allumées. On va le voir plus tard. C'est après que le nuage de poussière est passé sur les voitures que celles-ci ont commencé à prendre feu. Donc le papier est déjà déposé, le plus gros est déjà passé. Donc il n'y a pas de raison de continuer à ce que le papier s'accumule dans les voitures, tu vois. C'est-à-dire que toutes les images qu'on voit, ce n'est pas la voiture qui s'est éteinte et après le papier est arrivé, c'est le papier est arrivé, c'est accumulé pendant en fait. En tout cas, tu vois, toutes les voitures sont comme ça. Tu vois, dans toutes les voitures, elles étaient comme ça. Donc la probabilité qu'elles se soient toutes remplies de papier après, ça ne colle pas. En tout cas, au niveau de la chronologie, le plus gros du papier est tombé pendant que les tours s'écroulaient. Et après, les voitures se sont allumées. Donc on n'aurait pas dû retrouver toutes les voitures avec du papier dedans. D'accord. C'est une très bonne question que tu as, et pour certains, l'explication ne tiendra pas la route. Et c'est pas grave, moi j'accepte, et j'invite les gens, encore une fois, à aller vérifier ce que je suis en train de raconter, à tenter de débunker ça, etc. Et surtout, de se dire, bon, ben moi, ça ne m'a pas satisfait cette explication-là, et ben c'est pas une raison de se dire, je repousse tout le reste, parce que c'est ce que font certains. Je pense surtout à certains, quand j'ai parlé quand je parle des voitures, vous avez souvent des spécialistes du feu, des pompiers, qui vont vous trouver une petite faille dans votre raisonnement pour vous dire, ah oui, désolé, ça je l'ai déjà vu en intervention, donc je le balaye d'un revers de la main et je dis, il raconte que des conneries sur tout le reste. Je connais quelqu'un qui a fait ça, c'est-à-dire qui est capable de dire que toutes ces histoires-là, c'est des bêtises, parce que pour lui, il a vu une explication sur une voiture qui lui a pas plu, et donc il balaye tout le reste. En fait, il s'en fout, c'est-à-dire qu'il va pas regarder l'ouragan, ça l'intéresse pas, le fait qu'il n'y a pas d'impact sismique, on s'en fiche. En fait, voilà, j'ai eu ce que je voulais, j'ai compris que ça me satisfait pas cette explication sur les voitures, tout le reste est bidon, je n'irai pas regarder plus loin, c'est des bêtises. Voilà. Après, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là, on a tous nos barrières, on a tous notre mode de fonctionnement. Tant pis pour cette personne-là, ces personnes-là vont manquer de curiosité et vont rester dans une ignorance parce qu'elles ont cru avoir trouvé quelque chose de plus intéressant, alors qu'en fait, par exemple, elles ne vont pas aller regarder ça. Elles ne vont pas aller regarder, par exemple, que les voitures faisaient, après que les tours ont été détruites,
et ben, qu'est-ce qu'on observe? De la fumée blanche qui sort de tout, qui sort des débris, mais qui sort aussi des voitures. Donc les gens ont dit, bah regardez, ça prouve que les voitures, elles ont brûlé, et donc c'est de la fumée. C'est de la fumée. Non, c'est pas de la fumée, c'est des émanations de poussière. Les voitures sont en train de se désintégrer là, en fait. C'est le métal qui est sur les voitures qui est en train de partir. Il n'a aucune raison de faire ça par un point de vue, par un processus cinétique. Oui, mais regarde justement sur cette photo, quand tu dis que le métal des voitures est en train de s'intégrer, pourquoi le feu stop, il n'est pas en train de s'intégrer, il est juste à côté? C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, ce qu'on va remarquer justement dans la vallée de la mort, entre autres, c'est que bien que les voitures sont totalement ravagées, eh ben, les panneaux de signalisation vont continuer de fonctionner. Pourquoi? C'est qu'en fait, ces technologies utilisées sont très sensibles à certains matériaux. Ah, d'accord. C'est pour ça que dans la vidéo que vous avez vue à un moment, elle parle de la voiture de police. Elle dit, si la voiture a vraiment été touchée par un incendie, comment ça se fait que, vous savez, le petit gyrophare, il est en plastique? On voyait une voiture de police avec un gyrophare, il était intact. Donc on nous dit, il y a eu un incendie, mais le gyrophare en plastique, il est intact, il n'a pas fondu. C'est pareil pour les feux tricolores, il y a quand même beaucoup finalement de plastique dans un feu tricolore. C'est pas du métal qui est partout dans le feu tricolore, dans la signalisation. Donc, c'est un processus, et on le verra, je fais une émission avec le Front médiatique bientôt, je vais revenir sur ces histoires de transmutation et de métaux. Il y a certains métaux qui ont été beaucoup plus affectés par les technologies. C'est pour ça qu'on retrouve des peluches, qu'on a retrouvé des plastiques, qu'on a retrouvé du papier. D'accord. Mais est-ce que le fait aussi que, je suppose qu'à cette époque, quand le feu tricolore il a été posé là, il était en acier, peut-être l'acier, alors que la voiture, elles sont peut-être en aluminium, des parties en aluminium. Est-ce que ça peut jouer aussi avec ça, cette sensibilité, cette arme? Ou ça n'a rien à voir du tout? Si, la technologie utilisée était sensible aux métaux, aux matériaux. Voilà. On voit juste que sur les voitures, ça a pris beaucoup plus. Et il n'y a pas que... En plus, attention, il y a effectivement, les voitures ont été davantage affectées, mais il y a aussi un phénomène important qu'on a observé, c'est qu'il y a une voiture grillée à côté d'une autre voiture. Il était possible que la voiture d'à côté n'ait absolument rien. Parce qu'en fait, on appelle ça des effets de champ. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où la technologie, les effets de la technologie s'additionnaient. Donc, ça a créé le chaos, on va dire, des voitures retournées, des voitures complètement écrasées, on va les voir après. Et à côté, vous pouviez avoir à 2-3 mètres une voiture complètement intacte. C'est ce qu'on observe aussi sur le site du World Trade Center. Je n'ai pas la photo là sous la main, mais il y a une photo très connue où derrière les 2 tours se sont écroulées et au pied des tours, il y a une ambulance et elle est intacte. Alors qu'on vient de nous dire qu'il y a 2 tours de 400 mètres qui viennent de s'écrouler avec des millions de tonnes de débris et vous avez juste une ambulance qui est en bas des tours jumelles et qui est en mode coucou, même pas peur, même pas mal. Voilà. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est une très bonne question, mais tant qu'on ne connaît pas l'arme du crime et comme on n'est pas les commanditaires, ça restera des questions sans réponse qui ne doivent pas annuler ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on voit bien de l'émanation, elles sont à froid et donc il y a une désintégration qui se poursuit sur les voitures, qui sont dans un certain matériau qui est favorisé, bien que l'arme n'est plus sous action, elle a été coupée, vous avez des effets qui vont durer même pendant des années. Vous avez un bâtiment qui a été détruit, qu'ils ont essayé de réparer, qu'ils ont finalement détruit, puisqu'il continuait de vieillir pendant des années. Donc, il y a des matériaux qui ont été beaucoup plus fragiles, comme surtout le zinc, par exemple. Mais il y a d'autres métaux aussi. Et donc, les effets qu'on va voir sur les matériaux de cette technologie, on va avoir des contrastes impressionnants, on va avoir des déformations, des disparitions de certains éléments, comme des moteurs. Donc ça va faire la différence, par exemple, avec Hawaï. Parce que à Hawaï, vous n'avez pas des disparitions de moteurs, vous avez des traces d'aluminium fondu, parce que ça peut s'expliquer avec des incendies de très forte chaleur. Vous retrouvez il y a de l'aluminium dans les voitures et vous allez vous retrouver avec une flaque d'aluminium. Mais par exemple, à Hawaï, vous n'avez pas retrouvé un moteur fondu. Alors que le 11 septembre, vous n'allez retrouver aucun moteur fondu, mais vous allez retrouver carrément des moteurs désintégrés. Il y a des voitures qui n'ont plus de moteur, plus rien. Le moteur a disparu. Vous allez avoir aussi les poignées de portière qui ont disparu. Le verre des rétroviseurs, ça c'est fort. Vous allez avoir énormément de véhicules où le verre a pratiquement disparu. Il est comme consommé. Donc on pense que la technologie en route était très sensible à la densité des matériaux.
les éléments qui ont été le plus affectés par cette technologie, c'est aussi le verre qui est très dense et aussi le marbre. Il y a des structures qui étaient en marbre autour des tours jumelles. Le marbre a complètement disparu, vraiment, en quelques minutes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est passé en mode « tiens, je profite du chaos pour embarquer le marbre sur la façade ». Non, le marbre, il s'est désintégré. Le marbre a disparu. Donc, la technologie avait une très grande affinité pour des matériaux très denses. Vous avez de l'écaillement et un vieillissement rapide. Vous allez vous rendre compte que les voitures ont rouillé à une vitesse folle. On ne rouille pas aussi vite, surtout quand il ne pleut pas. La voiture n'a aucune raison de rouiller aussi vite. Donc, pour symboliser ces contrastes, vous avez 2 photos là. Vous avez, en plus des déformations du véhicule de pompier à gauche, vous avez surtout le contraste. C'est-à-dire, vous voyez, à gauche, on arrive à lire ladder 3. Donc, ladder, je crois que c'est l'échelle. Enfin bref, ladder 3, pardon. On voit encore que c'est une couleur rouge. Et d'un seul coup, regardez comment c'est complètement contrasté dans le sens où on ne voit même plus la couleur. C'est tordu. On se demande qu'est-ce qui passait par-dessus ce truc-là. Alors, tout de suite, le réflexe qu'on a, c'est de se dire oui, il y a un débris d'une tour qui est tombé dessus, ça me paraît évident. Sauf que je pense que vous avez compris depuis un moment qu'il n'y a eu aucun effet cinétique sur ces éléments-là et que la cinétique ne permet pas d'expliquer ça. C'est-à-dire que l'endroit, encore une fois, ça peut être débunké en disant si, c'est un objet qui a fait ça, sauf que par rapport au nombre de véhicules qu'on va retrouver dans cet état et leur localisation, il n'y a aucun débris qui leur est tombé dessus. Donc, ça s'est formé d'une autre façon. Le contraste, vous l'avez sur cette voiture aussi de police. Vous voyez, le derrière est complètement défoncé. Et on en revient aussi au gyrophare, qui, lui, est intact, alors qu'il est censé être en plastique. Donc, s'il y a un incendie, il va plutôt fondre, le plastique. On va avoir tendance à avoir quelque chose qui va fondre au niveau du toit. Et non, vous avez encore le gyrophare. Et surtout, vous avez ce côté abrupt. Vous avez vraiment les dégâts qui s'arrêtent net à la portière, par exemple. Vous n'avez pas un dégradé comme si des flammes avaient quand même... toucher les portes, vous avez vraiment, c'est vraiment contrasté, c'est violent comment ça s'arrête. Ça s'explique pas avec de la thermie, ça s'explique pas avec des incendies traditionnels. Vous avez vraiment ces contrastes violents qui montrent qu'on a des effets de champ. Vous le voyez aussi dans la photo de gauche, à l'intérieur du véhicule, vous voyez la portière qui est plutôt grise et vous voyez le dossier qui est plutôt orange. Vous avez des contrastes comme ça au niveau de la rouille. Là, on voit vraiment un vieillissement qui a déjà commencé, un vieillissement très rapide. Au passage, sur cette photo-là à gauche, vous voyez qu'entre les 2 sièges de devant, vous avez des petits trous sur la structure qu'on voit là. Et ça, c'est des petits trous qu'on a repérés un peu partout sur le site. Il y a vraiment des endroits où vous avez des trous circulaires dans les matériaux. C'était dans la liste de l'effet Hutchison, Tesla Hutchison. On a retrouvé des trous, pour ceux qui ont vu la conférence partie 1 sur la démolition contrôlée sur le front médiatique. On a carrément des trous circulaires dans les bâtiments, comme s'il y avait une sorte de quelque chose de circulaire qui frappait les tours et qui les vidait en faisant des ronds, des cercles. Ce qui a fait dire à des gens que Judy Wood avait dit qu'il y avait des faisceaux laser qui descendaient du ciel et qui faisaient des trous, alors qu'elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais parlé de faisceaux laser qui viennent de l'espace. Elle est discréditée par certaines personnes en lui affectant ses propos. Elle n'a jamais parlé de faisceaux laser. Et à droite, tu vois, regarde un peu toutes les couleurs, le camion de pompier là, c'est hallucinant le contraste, c'est ça aussi. Et là, vous voyez derrière, sur le bâtiment, il y a marqué 7 World Trade Center, donc c'est le WTC7, le fameux qui est tombé tout seul à 17h15. Donc là, la photo est prise avant 17h15. Donc on a déjà cet effet-là, on va dire que les 2 nuages sont déjà passés, et voilà dans quel état sont les véhicules. Bon, là, vous avez du plus classique, des grosses déformations. Donc là aussi, on pourrait dire, ah, mais c'est normal, il y a plein de débris qui sont tombés. Sauf que, comme je vous dis, non, il y a les débris, il y en a très, très peu qui sont tombés et ils sont de petite taille, donc ils n'ont pas pu faire ça. Donc, c'est d'autres effets qui se sont produits, des effets énergétiques. Mais encore une fois, ce n'est pas 2 photos qui vous convaincront. Et le but, ce n'est pas de vous convaincre. Le but du jeu, c'est d'éveiller votre curiosité et que chacun ait vérifié et cherche lui-même. Voilà. Ce n'est pas de se dire, Kaji m'a montré 2 pauvres photos, je crois sur parole, ou Kaji m'a montré 2 pauvres photos. C'est n'importe quoi, il est complètement, il délire, il n'a pas vu ce que c'est, des débris de voiture. J'invite tout le monde à continuer à chercher et à ne pas se fier, à ne pas me garder moi comme intermédiaire. Moi, je suis juste là pour éveiller la curiosité et après, je vous dis, tout est disponible. Ce n'est pas sur le dark web, tout ça. Tout est disponible sur Internet. Donc là, vous voyez des voitures complètement écrabouillées. Là aussi, regarde dans quel état est la voiture de pompier. C'est impossible que c'est des objets qui sont passés au travers, qu'on fait ça, vous avez des trous, ça ne colle pas. Si vous reprenez des objets qui frappent de manière cinétique ce camion-là, vous n'arrivez pas à reconstituer ça. Ça se voit qu'il a été grignoté de partout. Il a fondu, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a ?
On dirait qu'il a fondu. On dirait qu'il a fondu, tout à fait. La porte intérieure, elle a fondu. Il est tout rabougri. Et c'est drôle, c'est vrai, il a fondu, alors que si vous regardez les pneus, le pneu devant, il a l'air intact. C'est fou, hein. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui ont pratiquement disparu. On se dit, bah, ça doit être un vrai brasier. Et à côté, le pneu, il est là, le plastique du pneu, il a l'air d'avoir tenu la route. Alors que le pneu, on se dit, bon, bah, c'est du caoutchouc, pas du plastique d'ailleurs, du caoutchouc. C'est quand même assez fragile, ils doivent fondre assez rapidement. Bah là, non. Il y a d'autres matériaux qui ont pris beaucoup plus cher. Les vitres, par exemple, tout ce qui est vitres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça a disparu. Vous avez aussi le fameux bus magique, et bah lui, que ça soit la photo d'en haut, vous avez le bâtiment 7 qui est derrière, donc on est avant 17h15, et la photo d'en bas, c'est après la chute du bâtiment 7. Donc on ne comprend pas trop pourquoi, en tombant, le bâtiment 7, qui est tombé quand même sur son empreinte et qui a fait très peu de dégâts, comment le bus a pu être dégradé encore davantage, et il s'est déplacé. Donc voilà, vous voyez les flèches. La flèche verte, c'est pour vous montrer l'arbre, comme quoi il n'est plus au même endroit, c'est-à-dire que le bus a bougé. Donc qu'est-ce qui a fait bouger le bus? Et surtout, bah, regardez dans quel état est le bus, il est encore plus désagrégé, quoi. Voilà. Et Ouais. un arbre qui est tranquille, en mode je te regarde, t'as une mauvaise mine, dis donc, moi ça va. Je vous parlais de la disparition de moteur, là voilà. Regardez ça. Bien sûr que les gens, quand vous regardez ça, si vous regardez que cette photo-là, que vous ne regardez pas tout le puzzle, bien sûr, vous allez dire qu'il y a eu un accélérateur thermique. Quand vous voyez une voiture à gauche dans cet état-là, vous vous dites, bon, bah, elle a brûlé, il y a eu des accélérateurs, c'est pas possible, c'est le nuage de poussière, il devait être brûlant, il a créé ça. Mais après, quand vous cumulez les autres preuves, vous dites, non, c'est autre chose. Voilà, le moteur a disparu, il n'a pas fondu, il a complètement disparu. Il s'est désintégré. Vous avez du vieillissement rapide, ça a été très marquant. Alors pareil, je n'ai pas mis la date des photos, c'est quelque chose qu'on demande souvent et c'est une très bonne question. Mais encore une fois, je ne vais pas me prendre la tête à rajouter tout ça. J'ai envie d'éveiller encore une fois la curiosité. Allez vous-même chercher les photos, vous aurez les dates, parce que vous pourrez dire, oui, bah, c'est normal, c'est des photos qui ont été prises 1 an après, donc c'est le temps de vieillir. Allez chercher vous-même, vous allez voir, vous allez trouver des photos de véhicules complètement rouillés. Et elle date de quand cette photo? Ah, c'est très rapidement après les attentats. Hein. C'est très rapidement. Pourquoi? Parce que tu regardes, tu as vu le sol, les photos qui sont à droite, la rue, elle est nickel, on dirait. Hein. Ouais, mais non, alors on croit que c'est nickel, mais en fait, c'est de la poussière. Il y a énormément de poussière, hein, fais attention. Je vérifierai, mais tu vois, on a l'impression que c'est nickel, mais en fait, il y a énormément de poussière qui s'est déposée et on a l'impression qu'elle est nickel. Voilà. Encore une fois, regardez vous-même les dates et regardez aussi la vitesse de rouille et regardez si c'est possible de rouiller aussi vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les armes à énergie dirigée, elles ont permis la dissociation moléculaire. Donc, en fait, elles ont permis dans le métal à ce que le fer, qui est par exemple dans un acier inox, et elles ont permis à ce que le fer sorte un peu de sa structure. Et le fer, quand il n'est plus protégé, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il est très sensible à l'air. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a l'oxygène. Et que fait le fer plus l'oxygène? Ça rouille. Donc, en gros, quand l'arme a arrêté de fonctionner et que donc la musique s'est arrêtée, et bah, le fer s'est déposé où il pouvait parce qu'il était dans l'atmosphère sous forme de poussière. Il y en avait du fer. Et donc, quand il s'est déposé, bah, il a rouillé avec tout ce qui... Enfin, il s'est transformé en rouille avec tout ce partout où il s'est déposé parce qu'il y avait de l'oxygène. Donc, ça a donné ces couleurs-là très, très rapidement. Des phénomènes que vous n'observerez pas naturellement à cette vitesse-là. Voilà. Mais encore une fois, effectivement, il faut dater les photos. Ça, je l'ai fait dans la première émission sur le front médiatique. J'avais bien daté toutes les photos pour que les gens se rendent compte qu'on est pratiquement le lendemain des attentats. On n'a pas le temps de déblayer le site et tout, et il n'y a pas de débris. Parce que les gens peuvent dire, oui, mais si, entre-temps, ils ont vidé les débris, ils les ont enlevés, ils ont envoyé je ne sais pas où, nanana. Non, ça, c'est un mythe. Hein. Il n'y a jamais eu de camions qui sont sortis par centaines et milliers pour vider le site. Ce n'est pas vrai. Au contraire, on a des camions qui vont dans l'autre sens. Je vous invite à chercher pour quelles raisons il y avait des camions qui arrivaient avec des détritus pour verser ça sur le site. Ça, on attend toujours que certains chercheurs de vérité nous expliquent pourquoi les camions allaient dans l'autre sens. Donc là, vous avez encore des photos pour illustrer la rouille rapide. Donc là, effectivement, la photo d'en bas, tu as raison. Ça se voit qu'elles sont stockées déjà dans un hangar. Donc depuis combien de temps? Alors on pourrait dire c'est un peu plus longtemps, etc. Encore une fois, cherchez, vous verrez les dates. On a des véhicules qui n'ont plus de rétroviseur. Pareil, ça n'a pas de sens. Pourquoi il n'y a plus de rétroviseur? Il n'y a aucune raison que le rétroviseur ait disparu. Vraiment, le verre a complètement disparu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu sur la carte où étaient situées ces 1400 voitures, ces véhicules. Donc, bah, la majeure partie, ils se trouvaient sur le site du World Trade Center, que vous voyez un petit peu à gauche.
Et toute la légende, bah, vous voyez les petites boules là, il faut imaginer que c'est des voitures toastées. Donc effectivement, vous avez la plupart des voitures qui étaient sur le site du World Trade Center où les tours se sont effondrées. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que par exemple, à droite, vous avez sur FDR Drive, ça s'appelle, vous avez des marques de voitures, c'est-à-dire qu'on a retrouvé à 0,50 miles, donc ça fait à peu près 700 mètres, 800 mètres du lieu où les tours sont tombées. Vous avez des véhicules qui se retrouvent toastés. Alors c'est bizarre, parce que entre le site et ces véhicules-là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est toasté, et sur cette voie-là, vous avez des véhicules toastés. Donc on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Et je vous invite aussi, et c'est ce qu'on va aller faire, à aller regarder en haut, il y a marqué Car Park, donc on va aller sur un parking, et on voit que c'est un parking où il y a, on appelle ça le parking des véhicules toastés. On a retrouvé énormément de véhicules qui ont été toastés, mais alors la particularité de ce parking-là, c'est qu'il n'est vraiment pas à côté du World Trade Center. Et on le voit très bien sur cette photo à gauche, le parking, quand on regarde à quel endroit sont tombés les débris, c'est-à-dire qu'on est capable de cartographier les débris où ils sont tombés, et ben, il n'y a aucun débris qui a pu toucher le parking. Vous voyez, on voit le WTC 7, vous voyez son empreinte, on voit jusqu'à où on a retrouvé des débris, etc. La tour sud, la tour nord, on nous montre à peu près, donc FT c'est feet, hein, c'est en anglais, c'est le pied. Donc bref, c'est des distances, hein, je ne vais pas traduire en mètres, mais l'idée c'est de voir que les cercles ne rentrent pas dans le parking. Donc en gros, il n'y a aucun débris qui a pu tomber sur le parking. Et pourtant, c'est bizarre, hein. C'est hallucinant. Et pourtant, regardez l'état des voitures avant l'effondrement des tours et regardez juste après. Donc là, la photo, c'est le jour même. Hein. C'est vraiment le jour même, ce n'est pas 3 semaines après. Comment c'est possible, alors qu'aucun débris est tombé, que ces voitures soient dans cet état? Donc, qu'est-ce qui a été dit? On nous a dit, par ceux qui essayent d'expliquer les choses qu'on voit, hein, ceux qui essayent vraiment de se poser des questions, on nous a dit c'est le nuage, parce que les tours se sont effondrées, mais vous vous souvenez tous du nuage qu'on a pu voir, le panache de poussière. On nous a dit c'est la poussière qui a atteint le parking et qui a mis le feu aux voitures. Et de là est venu le mythe de la poussière et de la thermite. C'est de dire qu'on a retrouvé de la thermite dans la poussière, et comme les voitures ont pris feu quand la poussière est passée, eh ben, c'est à cause de la thermite, en fait. C'est que le nuage était super chaud et c'est ça qui a fait brûler les voitures. Oui, mais ça ne tient pas la route parce que tu prends le nuage. Logiquement, le nuage, partout où il va traverser, on devrait retrouver des voitures carbonisées comme là. Mais là, il y a juste... C'est posé à un endroit bien précis. C'est ça, c'est-à-dire, c'est très bien, merci de rebondir dessus, parce que la deuxième vidéo que je n'ai pas montrée, c'est ce qu'explique Judy Wood. Elle explique comment c'est possible que le parking, les voitures soient défoncées, le site, il est défoncé, mais entre les deux, il n'y a rien. C'est une très bonne remarque que tu fais. Il n'y a rien entre les deux, alors qu'on aurait dû retrouver énormément de voitures complètement défoncées aussi. Parce que toutes les voitures n'ont pas été justement détruites. Donc, il s'est passé, encore une fois, on en revient à comment c'est possible que localement, il se passe des choses et à d'autres endroits, il n'y en a pas. Bah, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas l'arme du crime. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas l'arme du crime qu'on doit nier l'observation. Et l'observation nous dit, OK, j'ai un parking qui n'a pas pu être touché par des débris. J'ai un nuage de poussière qui circule. Il n'y a rien entre le site du World Trade Center et le parking. Et pourtant, mes voitures sur le parking, une partie des voitures, pas toutes, c'est ça aussi qui est hallucinant, toutes les voitures ne vont pas être touchées. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a remarqué qu'en fait, quand on zoome sur les voitures, donc là, je n'ai pas la photo, mais j'ai des présentations où je le montre, les voitures qui ont été touchées, bizarrement, ça a l'air d'être un peu le même modèle. Donc, qui dit même modèle, dit même composition. Et qui dit même composition, dit même effet avec, tu vois, la technologie. La technologie avec des affinités, avec des matériaux précis, des compositions précises. Et donc, les voitures qui avaient une affinité, celles qui ont le plus morflé, quoi, qui ont le plus rouillé. Voilà. Et un autre argument qui fait tomber à l'eau cette histoire de nuage qui met le feu aux voitures parce qu'il est brûlant, bah, c'est le fameux nuage de poussière. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème. On a tous vu ces images. Encore une fois, je vous invite à taper World Trade Center, effondrement. Vous allez voir les vidéos des images de personnes qui se sont retrouvées dans la poussière. L'image la plus connue, on la voit en bas à gauche, c'est cette personne, en plus avec une photo d'aujourd'hui, en tout cas post-événement, et la photo à côté où elle est couverte de poussière. Vous voyez son visage, elle n'est pas en train de brûler. Les gens qui ont pris la poussière, ils l'ont témoigné, hein, la poussière était fraîche.
Par contre, la poussière était horrible, ils n'arrêtaient pas de tousser parce que elle était très très fine et on voit là, ils ont tous des chiffons, ils essayent de se dégager les poumons parce que la poussière est très très fine, c'était vraiment très difficile de respirer. Mais regardez, les gens ne sont pas en train de se brûler, de se frotter le visage parce qu'ils sont en train de brûler. Donc la poussière n'était pas du tout chaude. Donc c'est pas elle qui a mis le feu. Alors, bien sûr que c'est la poussière qui a mis le feu à certaines voitures, mais pas via un processus thermique. C'est un autre processus qui est en jeu. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y avait le nuage de poussière, il y avait quelque chose dedans, il y avait une énergie qui faisait qu'il y a certains matériaux qui réagissaient et d'autres non. Et donc là, je vous ai présenté finalement qu'une petite partie des observations qui ne peuvent pas être expliquées par des mécanismes thermiques ou cinétiques, mais en fait, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que quand tu m'as contacté, tu m'as dit tiens, est-ce que ça te dirait de passer sur ma chaîne pour parler du 11 septembre? Je t'ai dit ouais, vas-y, choisis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu m'as dit bon, bah vas-y, propose-moi un petit thème. Donc je t'ai proposé celui-là, peut-être que c'était pas mal de rentrer sur un sujet précis, mais vous voyez en fait qu'on peut discuter de plein d'autres choses. Alors, grâce aux voitures, aux véhicules, on a vu d'autres sujets que vous allez voir ici, donc vous pourrez mettre pause et regarder un petit peu. Mais vous voyez, par exemple, on n'a pas traité de toutes les problématiques, mais c'est fait dans les autres émissions. On a bien vu que la destruction de la tour allait plus vite qu'une destruction par gravité, finalement même. C'est-à-dire que même ceux qui disent que c'était une destruction on voit une chute libre, en fait, ça va encore plus vite qu'une chute libre. Donc, il y a vraiment une force qui pousse la tour à descendre, à partir en poussière et descendre très, très vite. Donc, c'est plus vite encore que la chute libre. On a vu qu'il n'y avait pas de débris conséquents. Il n'y a pas d'impact sismique appréciable. La baignoire est restée intacte. On a vu phénomène de poussiérisation, le nuage de poussière frais. En bas, à gauche, je continue, on a vu que la poussière, elle était à l'échelle nanométrique, ce qui ne s'explique pas dans le cadre d'une démolition contrôlée conventionnelle. On ne rentre pas dans ces catégories de taille de poussière, hein, on ne rentre pas dans la nanométrique. Il peut en avoir des tout petits, des infimes quantités, mais là, il y avait énormément de particules qui étaient à l'échelle nanométrique et ça ne colle pas. Donc, ça a montré qu'il y avait une dissociation qui se faisait, une désintégration. Et donc, c'était bien nucléaire, il se passait quelque chose d'un point de vue nucléaire. Vous avez donc la poursuite de la décomposition de la poussière, les voitures post-test qu'on vient de voir aujourd'hui. Vous avez une explosion de bonbonnes d'air. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais quand même, il y a plein de témoignages où les gens ont entendu des booms. Oui, les gens ont entendu des booms, ils ont entendu des explosions. Mais comme dit Judy Wood, tout ce qui fait boom n'est pas un explosif, ce n'est pas une bombe. Vous le voyez avec les voitures, par exemple. Vous avez 1400 voitures qui ont grillé. Combien ont explosé? Énormément. Donc, si vous ne voyez rien et que vous entendez un boom, vous allez vous dire, ah, il y avait une bombe. Il y a même des gens qui ont cru, les voitures qui étaient à 1 km du site, là, à 800 mètres du site, et qui ont pris feu, qui ont explosé, il y a des gens qui ont cru qu'il y avait des terroristes qui avaient mis des bombes dedans. C'est normal. Vous entendez un boom, vous dites, il y a une voiture piégée. En fait, la voiture n'était pas du tout piégée, il n'y avait pas de bombe dedans, ce n'était pas une diversion. C'était une voiture qui était en train de subir un effet de champ et qui était en train de subir cet effet-là. Mais encore une fois, comme on ne connaît pas l'arme, on n'arrive pas à l'expliquer comment il a pu lui arriver ça. Mais en tout cas, ça lui est arrivé. Et il n'y avait pas forcément de bombe. Il y a plein d'exemples encore à traiter, plein d'observations. Je vous laisse regarder, puis vous les retrouver sur les émissions qui ont déjà été faites, et puis j'en ferai d'autres. Hein. Et puis pour tous ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, autant directement aller à la source. Vous pouvez vous procurer le livre de Judy Wood ou la regarder en conférence via le travail de Jeanne Traduction, ou même regardez vous-même en anglais. Si vous maîtrisez bien la langue, vous pourrez trouver ça sur YouTube. Voilà, de toute façon, on reste en lien avec toi pour mettre les liens si besoin pour ceux qui voudront, qui vont nous la demander. Mais vous tapez sur YouTube Judy Wood, conférence, Energy Breakthrough, des mots-clés, vous allez la trouver assez facilement. Elle n'est pas encore trop shadowban. Voilà, pour moi, j'ai fini pour cette présentation. Qu'à faire leur recherche pour voir vraiment ce qui s'est passé. En plus, il y a pas mal de vidéos qui traitent ce sujet, qui regardent et qui se remémorent un petit peu ce qui s'est passé à cette époque, parce que c'est vrai qu'on est passé à travers de choses qui pouvaient nous interpeller, mais que maintenant on dit, oui, c'est passé. Non, regardez un petit peu. Et donc, moi, je voulais te remercier d'avoir accepté d'être passé sur ma chaîne. Et en général, à mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin. Et donc, je te laisse le dernier mot de la fin. Merci. Ça va être simple. Hein. Je te remercie de m'avoir invité, parce que c'est vrai que même si j'ai fait ce travail-là, je ne suis qu'un messager, mais grâce à toi, grâce à ces personnes-là, des anonymes, des indépendants, enfin des anonymes, voilà, c'est comment tu t'appelles, mais grâce à ces gens indépendants qui créent leur chaîne et qui font vivre l'histoire et ce genre d'événements, vous permettez de diffuser ces infos-là à plus grande échelle, puisque moi, je ne suis personne, mais c'est-à-dire que je n'ai pas forcément de réseau. C'est-à-dire que moi, le but du jeu, j'ai trouvé tout ça, mais je n'ai pas envie forcément de le garder pour moi. Ça ne sert pas à flatter mon ego ou je ne sais pas quoi. J'ai envie que ça circule. Et donc, je suis très reconnaissant, comme pour le Front médiatique, Akina qui m'a accueilli,
qui a pu faire connaître ces travaux-là, et puis aussi Éric Loridan qui m'avait accueilli sur TVADP, et puis bien sûr à toi pour cette invitation, puisque grâce à ta chaîne, ça va pouvoir diffuser, ça fait vivre ces travaux-là. Et comme tu as dit, c'est pas parce que ça date d'il y a 20 ans qu'il faut les mettre sous le tapis. Vous avez vu tout ce qu'on a raté. Et le message que j'ai, c'est de se dire, regardez tout ce qu'on a raté à l'époque, replongeons un peu dans notre passé pour mieux comprendre notre présent et pourquoi pas mieux anticiper le futur et détourner un peu tout ce qu'on pourrait nous prévoir. Voilà, l'idée, c'est de se libérer, de la suite. Voilà. Yes. Merci encore beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo et liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Toasted cars. We got to get to the toasted cars. I say they're toast. They're history. I can't say they're burnt because I don't know that. But they're toast. I just decided to use that word to say something happened, messed them up. You can't fix it. You got to get a new one. But this one is quite interesting in that it has an abrupt, toasted, not toasted. Like it's like it's on the showroom floor. It just had a new wax job back there. What abruptly stops a real fire, a regular fire, doesn't do that. It would be lapping around the corner. Also, why aren't the lights melted? I didn't hear of any fireballs rolling down the streets, and cars were going into spontaneous combustion. There was no fireball that hit them. They just simply burst into flames for one reason or another. There was even a car park blocks away that the cars started smoking and catching fire, and no one questioned that. Various detractors like to say that the cars got towed. I don't know about how some of them were, but I know these were not towed. You can see them before and after. And you can see cars adjacent to each other. One might be okay, and the other one isn't. The other one's fine. There are witness accounts of what happened to some of these cars too. For example, Patricia Ondrovich, who was a first responder, she, I think, came out of World Trade Center 7, and the cars were exploding right next to her. The FDNY vehicles were remarkable. There were enormous ladder trucks, pumpers that looked like they were thrown around the fields like toys, and they reeked of unimaginable loss. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.